Je m'appelle Megan et j'ai 32 ans. Si quelqu'un me demandait quel moment je me rappellerai pour le reste de ma vie, je ne dirais pas que c'était le jour de mon mariage ni le jour où ma fille est née. Mais cet après-midi-là, assise dans une chambre froide d'hôpital, écoutant le bip monotone des machines tout en regardant mon mari allongé dans le lit. Le visage aussi pâle que celui de quelqu'un qui venait de survivre à une tempête dévastatrice. John, mon mari, était là. Il avait une perfusion sur le dos de la main et des électrodes du moniteur cardiaque collées sur la poitrine. Et de l'autre côté de la porte, les médecins préparaient les rapports pour une chirurgie cérébrale qui me faisait trembler les jambes rien qu'en entendant parler. Pourtant, son regard était extraordinairement lucide. Il me regardait sans pleurer, sans se plaindre, en me serrant doucement la main. Comme s'il voulait me rappeler de garder mon calme. Tout avait commencé une semaine plus tôt. Au début, John se plaignait seulement de maux de tête. Il disait que c'était sûrement le stress des derniers mois. Son entreprise de contracting avait beaucoup de commandes et chaque soir il restait tard à examiner des documents. J'insistais pour qu'il aille chez le médecin, mais il le prenait à la légère. Un simple mal de tête n'est rien, chérie. Une bonne nuit de sommeil et ça passera. Mais la douleur ne s'arrêtait pas. Un jour, pendant le dîner, sa fourchette lui tomba des mains. Il se tint la tête et tout le sang quitta son visage. Un autre jour, en sortant de la salle de bain, il dut s'appuyer contre le mur parce que soudain sa vue se brouillait. Je commençais à m'inquiéter, mais ce qui m'alarma vraiment, c'est la nuit où John portait notre fille Lily, que nous appelons Lily Bag, à la maison. Elle riait avec ses petits bras autour du cou de son père, le suppliant de jouer et de la faire voler dans le salon. John avait à peine fait 2 tours quand son corps s'arrêta net. Avant que je puisse lui demander ce qui se passait, il trébucha, se tenant la tête d'une main et essayant de tenir la petite fille de l'autre. Je courus pour attraper Lily. Juste après, John s'effondra au sol. Le bruit sec de ses genoux contre le bois me fit arrêter le cœur. Lily éclata en sanglots terrifiés. « Maman, qu'est-ce qui arrive à papa ?» Tremblante, je composai le 911, répétant le nom de mon mari encore et encore. « John, tu m'entends ? S'il te plaît, ne m'effraie pas. » À l'hôpital, après une batterie d'analyses de sang et de scanners cérébraux, le docteur Evans m'appela dans son bureau. Il me regarda longtemps avant de parler lentement. « Vous devez garder votre calme. John a une tumeur cérébrale maligne. L'emplacement est incroyablement dangereux. Si nous n'opérons pas bientôt, son état pourrait se détériorer très rapidement. » Je restais pétrifié sur la chaise, les oreilles bourdonnantes et un nœud dans la gorge qui m'empêchait de respirer. Je demandai au médecin d'une voix qui me parut rauque et étrangère. « Alors, si on l'opère, est-ce qu'il guérira ?» Le docteur Evans garda le silence quelques secondes puis répondit. « Cette chirurgie comporte un risque très élevé. La famille doit se préparer à toute éventualité. » Avec cette seule phrase, je sentis que tout mon monde s'effondrait. Je retournai dans la chambre en essayant d'essuyer mes larmes avant d'entrer. Mais John me regarda et le sut instantanément. Il tendit faiblement la main vers moi. Je m'assis à côté de lui au bord du lit et avant de pouvoir dire un mot, les larmes commencèrent à couler sans contrôle. John sourit légèrement avec un sourire si pâle que cela faisait mal. « Tu as l'air affreuse quand tu pleures, Megan. » Je serrai sa main en contenant les émotions. « Arrête de dire des bêtises. Tu vas t'en sortir. Le médecin est excellent et en plus nous avons Lily. » John regarda par la fenêtre, où la lumière tamisée de l'après-midi tombait sur le sol blanc et stérile et murmura. « Je n'ai pas peur de mourir. J'ai seulement peur que si je ne me réveille pas, ils s'en prennent à toi et à la petite. » Je restai glacé. Et il ne dit pas qui était, il, mais je compris. La maison coloniale de 800 000 $ dans laquelle nous vivions était notre plus grand patrimoine. Elle ne nous était pas tombée du ciel. Une partie venait des économies que nous avions accumulées avec effort pendant des années. Une autre partie était l'apport que mes parents nous avaient offert. Le reste était une hypothèque considérable que nous payions ensemble religieusement chaque mois. Pour moi c'était notre foyer,
mais aux yeux de certaines personnes c'était un butin très juteux. Ma belle-mère, Margaret, n'avait jamais vraiment voulu de Lily. Elle ne la frappait ni ne lui criait dessus devant des inconnus. Mais ses mots piquaient souvent comme des aiguilles. Une fois pendant un barbecue dominical, Lily dit à sa grand-mère que quand elle grandirait elle voulait être médecin pour prendre soin d'eux. Ses parents. Margaret se contenta de tordre le visage. Les filles se marient et s'en vont. Cette maison finira par dépendre d'un petit-fils garçon. John frappa la table avec sa fourchette, le visage complètement sérieux. Mais pour maintenir la paix il dit seulement « Maman. Ne dis pas des choses comme ça devant la petite. » Allongé dans le lit d'hôpital, John y avait probablement tout pensé. Il tira ma main pour m'approcher. Sa voix était faible, mais chaque mot était clair. « S'il m'arrive quelque chose, ma mère ne te laissera pas tranquille. Ils diront que la maison appartient à leur fils. Ils affirmeront qu'elle doit rester dans la famille et te presseront pour que tu donnes l'acte. Si tu cèdes, tu perdras tout. » Je secouai la tête, les larmes tombant sur le dos de sa main. « Ne parle pas comme si tu n'allais pas revenir. » John me regarda avec un mélange de tendresse et de gravité absolue. « Écoute-moi, tu dois mettre la maison au nom de ta mère. Suzanne aime vraiment Lily. Elle la gardera en sécurité pour notre fille. Elle ne te trahirait pas. » Je le regardais stupéfaite. Mettre la maison au nom de ma mère juste avant l'opération semblait aussi soudain qu'accablant. Mais le regard de John ne vacilla pas. Il y avait réfléchi. Il ne protégeait pas seulement un bien pour moi, il assurait l'avenir de notre fille. John me serra la main une fois de plus. Dehors. Une infirmière se préparait à l'emmener pour d'autres tests préopératoires. Il me regarda directement dans les yeux. Sa voix s'éteignait, mais chaque syllabe me traversa le cœur. « Megan, écoute-moi. Fais-le aujourd'hui. Et pour l'amour de Dieu, ne le dis à personne de ma famille. » Je regardai John longtemps avec l'esprit en chaos. Cette maison n'était pas seulement une propriété, ni encore moins un chiffre sur un papier. C'était l'endroit où nous avions choisi ensemble chaque carreau. La couleur de peinture de la chambre principale, les rideaux de la chambre de Lily. La première nuit où nous avons emménagé, John fit tourner notre fille dans le salon vide et rit. À partir de maintenant, c'est notre petit nid. Et maintenant il me demandait de mettre en secret ce nid au nom de ma mère. En voyant mon silence, John me serra à nouveau la main. Ses forces s'épuisaient, mais son esprit restait affûté. Il parla lentement. « Megan, je sais ce que tu penses. Ce n'est pas que je veuille te mettre contre ma famille. C'est pour protéger notre fille de leur cupidité. » Je baissai la tête avec les larmes tombant sur les draps blancs. Plus il était calme, plus cela me faisait mal. L'homme qui était sur le point d'entrer dans une chirurgie cérébrale de vie ou de mort s'inquiétait d'assurer l'avenir de sa femme et de sa fille. Rien que d'y penser me faisait sentir que je m'étouffais. En réalité, John n'avait pas tort. J'avais déjà vu ma belle-mère fouiner plusieurs fois parmi les papiers de la maison. Margaret ne demandait jamais de manière grossière. Mais elle savait toujours comment lâcher des allusions inconfortables. Une fois, pendant qu'elle nous rendait visite, elle s'arrêta devant le classeur de notre bureau à la maison, faisant semblant d'épousseter. Et demanda. « Où gardez-vous l'acte de la maison? Au nom de qui est-elle? Combien vous reste-t-il à payer? D'hypothèque ?» Je souris seulement pour minimiser, en disant « John s'occupe de tout le papyras. » En entendant cela, elle lâcha une grimace de mépris. Les biens qu'un fils gagne, sa famille doit les connaître. Trop de papier entre les mains d'une femme n'apporte que des problèmes. Une autre fois, pendant un dîner de fête de l'Action de grâce chez mes beaux-parents, Margaret lâcha une allusion passive-agressive devant tous les parents. Les belles-filles d'aujourd'hui sont trop intelligentes. Si la famille du mari ne fait pas attention, elle perd tout. Les biens d'un fils devraient être administrés par ses parents. C'est ce qui est correct. À ce moment-là, John laissa tomber ses couverts et foudroya sa mère du regard. « Maman, nous nous occupons de notre propre maison.
N'utilise pas ce qui est correct comme excuse pour parler de mes finances. Margaret se tut, mais depuis ce jour son regard vers moi fut glacial. Je sortis mon téléphone et appelai ma mère. En entendant sa voix, je pus à peine me contenir. Je lui racontai la maladie de John, ce que le médecin avait dit. Et d'une voix brisée je transmis la demande de John. Il y eut un long silence à l'autre bout. J'entendis la respiration tremblante de ma mère et le son d'une chaise traînée contre le sol. Ma mère aimait John comme un fils. La nouvelle de la tumeur était déjà suffisante pour la laisser sous le choc et encore plus une demande aussi sérieuse. Un moment après, ma mère parla d'une voix brisée mais ferme. Si je mets la maison à mon nom, ce n'est pas pour te la prendre, c'est pour assurer ton avenir. John, en plein usage de ses facultés, t'a demandé de faire cela. C'est parce qu'il connaît sa famille mieux que quiconque. Je fondis en larmes. Ma mère continua. Nous devons le faire parfaitement conformément à la loi, mot par mot. Pour que personne ne puisse ensuite te poursuivre ni t'accuser de quoi que ce soit. Cet après-midi-là, ma mère contacta un avocat, Monsieur Peterson, un vieil ami de mon père. Monsieur Peterson arriva rapidement à l'hôpital avec sa mallette en cuir et une expression sombre. Il ne se précipita pas. Il interrogea John en détail sur chaque point. Depuis son état de santé et son désir de transférer la propriété par une renonciation rapide. Un fidéicommis, jusqu'à l'origine des fonds de la maison et s'il était contraint. John, bien que faible, répondit avec une clarté absolue. Regarda Monsieur Peterson dans les yeux et dit. Je veux protéger ma femme et ma fille. Si je survis, la maison restera notre foyer. Sinon, au moins personne ne pourra les mettre à la rue. Pour s'assurer que tout soit blindé. Ils firent venir le docteur Evans pour certifier que John était complètement lucide et qu'il possédait pleine capacité mentale pour prendre des décisions légales. Tous les documents nécessaires furent préparés méticuleusement. John signa chaque page de sa propre main. Après chaque signature, il devait fermer les yeux et se reposer un moment à cause de la douleur de tête déchirante. Je restais à ses côtés avec les mains si serrées que les ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Ressentant une immense peine pour lui et terrifié par le jour où je devrais peut-être utiliser ces papiers pour lutter contre sa propre famille. Pour éviter les soupçons. J'appelai Margaret et lui dis que je devais sortir gérer des formulaires d'assurance médicale et des paiements anticipés pour la chirurgie de John. Elle dit seulement, d'accord, sans demander où j'allais. Simplement qu'il fallait faire attention. À ce moment-là j'essayais de me consoler en pensant que peut-être j'étais trop dur avec elle. Qu'elle était peut-être seulement inquiète pour son fils. Mais plus tard, une infirmière que je connaissais me raconta en secret que pendant que je n'étais pas là, Margaret ne demanda pas à John comment il se sentait ni ce dont il avait besoin pour la chirurgie. Elle coinça le médecin dans le couloir et lui demanda à voix basse. S'il arrive quelque chose à mon fils, comment gère-t-on son patrimoine? Entendre cela me parcourut le dos comme un frisson. Cette question fut comme un seau d'eau glacée sur les quelques doutes qui me restaient. Son fils était dans un lit sur le point d'affronter une chirurgie cérébrale de vie ou de mort et la première chose qui l'inquiétait était son patrimoine. Je ne me sentis plus coupable, seulement une tristesse sans fond pour John. Il s'avéra qu'il n'était pas paranoïaque. Il connaissait simplement trop bien la famille dans laquelle il était né. Près du soir, enfin tout le papier crucial fut complété. Ma mère, Suzanne, devint officiellement fiduciaire et propriétaire légale de la maison de 800 000 $. Elle tint la grosse enveloppe Manila avec les yeux rougis et me dit, « Je garde cela pour toi. Pour ma petite fille et pour honorer la volonté de John. Tant que je vivrai. Personne ne touchera au toit qu'elles ont au-dessus de leur tête. » J'acquiesçai, incapable de parler. Cette nuit-là je retournai à l'hôpital. Je cachai une copie des documents dans un dossier marron et la gardai sous clé dans le petit placard de la chambre privée. John me regarda et demanda en un murmure. « C'est fait, chérie. » Je pris sa main et essayai de sourire. « Oui, c'est fait. Entre en chirurgie tranquille. Notre foyer, notre fille, je les protégerai. » John soupira doucement, comme s'il venait de lâcher un poids énorme.
mais en le voyant fermer les yeux pour se reposer sous les lumières pâles de l'hôpital. Je ressentis un mélange de soulagement et d'agonie. Soulagement parce que ma fille et moi avions une issue. Agonie parce que je compris qu'à partir de ce moment je ne me préparais pas seulement pour la chirurgie de mon mari, mais aussi pour une longue guerre contre les personnes qui partageaient son sang. Le matin où ils emmenèrent John au bloc opératoire, le ciel était étrangement gris. Depuis la fenêtre du 12e étage, toute la ville semblait couverte d'un brouillard lourd et froid. Je portais un cardigan fin que j'avais mis précipitamment dans mon sac la nuit précédente. Assis sur un long banc devant l'aile chirurgicale, serrant mon alliance si fort qu'elle laissa une marque dans ma paume. Je ne sais pas combien de temps je restais à regarder les portes du bloc. Je sais seulement que chaque fois que la lumière rouge au-dessus d'elle clignotait, mon cœur se serrait comme si quelqu'un le tirait violemment. Ma mère avait emmené Lily à la maison tôt. La petite ne voulait pas partir. Elle s'accrocha à mon cou en demandant « Maman. Là-dedans ça va faire mal à papa. Est-ce qu'il rentrera à la maison ce soir pour me lire une histoire ?» Je me mordis la lèvre jusqu'à sentir le goût du sang. Je m'accroupis pour lui caresser les cheveux et mentis avec la voix la plus calme que je pus. Rassemblé. Papa est entré pour que les médecins puissent le réparer. Lily Bag, sois une gentille fille et va avec grand-mère. Je te ferai un appel vidéo ce soir. Je ne voulais pas ma fille dans un couloir d'hôpital, voyant des adultes pleurer et écoutant des conversations dures. Elle était trop petite pour comprendre. Avant qu'il l'emmène, John restait conscient, allongé sur le brancard, la tête déjà préparée pour la chirurgie. Son visage était blanchâtre, mais ses yeux me regardaient avec une intensité incroyable. Je marchais à ses côtés en essayant de maintenir un pas ferme. Aux portes du bloc, une infirmière indiqua que les proches devaient s'arrêter. Soudain, John tendit la main vers moi. Je la saisis et me penchai pour l'écouter. Sa voix était à peine un murmure, mais chaque mot se grava dans mon âme. Megan, que je me réveille ou non, tu dois vivre avec dignité. Ne t'agenouille devant personne. Je fondis immédiatement en larmes. Je voulais le gronder, lui dire de ne pas attirer le mauvais sort. Mais le nœud dans la gorge me permit seulement d'acquiescer encore et encore. Pendant que mes larmes tombaient sur ses jointures, John me regarda une dernière fois. Ses lèvres bougèrent comme s'il voulait sourire et alors les lourdes portes se fermèrent devant moi. La chirurgie dura plus de 9 heures. 9 heures qui se sentirent comme 9 ans. Je m'assis, me levai. Marchai d'un côté à l'autre et me rassis sans jamais détourner le regard du tableau d'état chirurgical. Ma mère appelait pour demander des nouvelles. Mais je ne pouvais dire que quelques mots avant de raccrocher, de peur de commencer à sangloter. Margaret, ma belle-mère, était aussi là. Elle portait une robe noire, les cheveux attachés n'importe comment et marchait sans arrêt devant les portes, murmurant des prières. Mais ce qui me brisa le moral fut que parmi ses lamentations, son inquiétude pour son fils se mélangeait à des choses répugnantes à entendre. À un moment elle se mit à gémir devant la famille élargie. « Oh, Seigneur, s'il arrive quelque chose à John, qui va gérer l'entreprise et administrer la maison? S'il reste comme un légume, qu'adviendra-t-il de cette famille ?» J'étais à quelques pas, écoutant avec de la glace dans les veines. Son fils dansait au bord de l'abîme et pourtant, dans ses pleurs, j'entendis clairement les mots maison et entreprise. Henri, mon beau-père, ne pleurait pas. Il était dans l'escalier fumant cigarette sur cigarette. L'odeur de tabac collait à ses vêtements. De temps en temps il appelait Tyler, le frère cadet de John. J'entendis un fragment en passant. « Toi rentre d'abord. Ce soir toute la famille doit s'asseoir pour parler. Ce n'est pas simple. » Il parlait d'un ton bas et urgent. Je m'arrêtai un instant puis m'éloignai en silence. Je n'avais pas la force d'y penser trop à ce moment. Mais une profonde inquiétude s'installa dans mes os. Près du soir, la lumière du bloc s'éteignit enfin. Le docteur Evans sortit avec le masque chirurgical baissé, visiblement épuisé. Je courus vers lui en trébuchant presque sur mes propres pieds. Margaret se précipita aussi en saisissant la manche du médecin et lâchant une rafale de questions.
Le docteur Evans nous regarda avec une expression grave. Nous avons réussi à extirper la plus grande partie de la tumeur. La chirurgie a passé la phase la plus critique. Cependant, en raison de la complexité de l'emplacement de la tumeur, le cerveau a subi un traumatisme et il y a une inflammation post-opératoire. Actuellement, John est dans un coma profond. Nous ne pouvons pas prédire quand il se réveillera. En entendant le mot coma, je sentis que mes jambes me lâchaient. Je dus m'appuyer contre le mur pour ne pas m'effondrer. John était vivant, mais il ne s'était pas réveillé. La petite étincelle d'espoir fut immédiatement avalée par un brouillard dense. Je demandai au médecin d'une voix tremblante. « Alors, est-ce qu'il peut nous entendre? Sait-il que nous sommes à ses côtés ?» Le médecin me regarda avec un peu plus de douceur. « Il y a des cas où les patients réagissent au son familier. Continuez à lui parler. Ne perdez pas espoir. » À peine avais-je commencé à l'assimiler que Margaret se tourna brusquement pour me regarder. Elle avait le visage trempé de larmes, mais ses yeux étaient aiguisés comme des dagues. Elle me pointa du doigt et d'une voix brisée mais pleine de venin, cracha, « Tout ça est ta faute. Si tu avais su prendre soin d'un mari, si tu lui avais dit de se reposer, il ne serait pas ici. Depuis qu'il t'a épousée, il a travaillé comme un chien. Tu es contente maintenant? » Je restai sans mots. Celle qui souffrait le plus n'était pas seulement elle. J'étais sa femme, celle qui venait d'entendre que son mari ne se réveillerait peut-être jamais. Et pourtant, elle trouva le moyen de me blâmer pour une tumeur cérébrale. Pendant les premiers jours après la chirurgie, je vécus pratiquement à l'hôpital. Il fut transféré à l'unité de soins intensifs. Les proches ne pouvaient entrer qu'aux horaires restreints et sous règles strictes. Chaque fois que j'entrais, je me lavais les mains jusqu'à les laisser à vif et m'approchais de son lit en silence. Je lui nettoyais les mains avec une serviette tiède. Lui arrangeais la couverture et lui lisais des fragments de ses livres préférés. Un jour je mis la chanson que nous avions écoutée lors de notre premier rendez-vous et lui murmurai. « Tu l'entends, John? Je suis toujours là. Lily aussi t'attend. » Au début mes beaux-parents se relayaient pour lui rendre visite. Margaret pleurait toujours quand il y avait du public. Sa fille Ashley apportait de la soupe tiède et Tyler soupirait fort dans le couloir comme s'il était profondément affecté. Mais après quelques jours les visites commencèrent à diminuer. Remplacées par des conversations qui me glaçaient le sang plus je les écoutais. Ils demandaient combien montait la facture de l'hôpital, quel pourcentage couvrait l'assurance. Qui avait les documents de constitution de l'entreprise de contracting de John. Une fois Ashley m'emmena dans un coin et me dit avec une condescendance mielleuse, « Regarde. Megan, si tu sens que tu ne peux pas tout gérer. Dis-le seulement. La famille peut s'occuper d'administrer les biens. Après tout. John est le fils aîné. Nous ne pouvons pas permettre que tout tombe entre les mains d'étrangers. » Je la regardai et demandai, « Étrangers? Qui exactement sont les étrangers? » Ashley sembla un peu déconcertée, puis sourit avec mépris. « Je le dis pour ton propre bien. Ne sois pas si sensible. Il y a des choses importantes qu'il ne convient tout simplement pas que tu gères seul. » Je ne répondis pas. Je me tournai et regardai à travers la petite fenêtre en verre des portes de l'USI, où John gisait immobile entre le bourdonnement rythmique des respirateurs. À ce moment je le compris parfaitement. Pendant que John était conscient, il n'avait pas osé montrer leur vrai visage. Mais dès qu'il tomba, dès qu'il ne put plus dire un seul mot pour protéger sa femme et sa fille, ses mains cupides commencèrent à s'étirer. La maison, l'entreprise, les fonds médicaux, le droit de prendre des décisions sur ses soins. Tout à leurs yeux était une excuse pour nous laisser sur l'os. Debout, seul, dans le couloir glacé de l'hôpital. Je compris pour la première fois que la chirurgie de John était terminée. Mais ma guerre venait de commencer. Exactement une semaine après la chirurgie, pendant que John restait en USI. Margaret appela mon mobile. Sa voix n'était plus celle d'une mère en pleurs, elle était sèche et autoritaire. « Viens à la maison cet après-midi un moment. Toute la famille doit parler des soins à long terme de John. » J'étais assise dehors de l'USI avec un contenant de soupe que je n'avais même pas touché. En l'entendant mentionner ses soins à long terme et malgré mon épuisement,
j'acceptai immédiatement. Naïvement je pensais que s'il voulait vraiment organiser des tours de visite, collaborer aux dépenses ou m'aider à le soigner, peut-être restait-il quelque humanité en eux. Mais dès que j'entrai dans le salon de mes beaux-parents, je sus que j'avais complètement tort. Henri était assis dans son fauteuil inclinable avec un air aussi sévère que celui d'un juge présidant une salle d'audience. À sa droite était Margaret avec les yeux rouges mais le regard froid. À sa gauche était Ashley, Tyler et plusieurs oncles et cousins éloignés que je voyais à peine une fois par an. Personne ne demanda comment allait John ni si le neurologue avait des nouvelles. Tous me regardaient comme si j'étais en jugement sur la table basse en acajou. Il y avait une pile de documents légaux soigneusement agrafés et un stylo noir. Dès que je m'assis, Margaret poussa le dossier vers moi. Elle parla très lentement. « Lis-le. Nous en avons parlé en famille. À partir de maintenant tu dois remettre l'acte et le contrôle de ta maison à son père. John est là couché dans le coma. Dieu sait quand il se réveillera. Nous ne pouvons pas laisser un bien si grand entre les mains d'une jeune femme. » Je baissai le regard vers les papiers et sentis qu'un nœud se formait dans ma gorge. C'était une procuration et un accord d'administration de propriété qui affirmaient que je cédais volontairement le contrôle de l'acte de la maison à Henri, lui permettant de l'administrer au nom de John et m'obligeant légalement à ne pas vendre, louer, hypothéquer ni transférer la propriété sans le consentement de la famille paternelle. Chaque ligne était comme une lame glissant devant mes yeux. John était toujours vivant. Il respirait encore grâce aux machines et ils étaient déjà là assis à rédiger des documents légaux pour se partager notre foyer. Margaret ajusta son foulard autour du cou et dit d'un ton moralisateur répugnant. John est fils de cette famille. S'il est malade, ses biens doivent être protégés par ses parents. Tu es sa femme et nous apprécions que tu t'occupes de lui. Mais l'argent est une affaire sérieuse. Nous ne pouvons pas laisser les émotions s'interposer. Je la regardais en luttant pour garder la voix ferme. Et pourquoi exactement avez-vous besoin de le protéger? À peine avais-je terminé la question que Tyler lâcha un rire moqueur. Il était assis les jambes croisées, lançant les clés de la voiture dans la main, impatient. Comme s'il attendait son tour pour témoigner. Il semble que tu ne comprends pas, belle-sœur. Laisser une grande maison comme ça vide est un gaspillage. Nous la vendons et investissons l'argent dans mon projet de fourniture de construction. J'ai un fournisseur brutal prêt. En quelques mois en bougeant l'inventaire. Nous gagnerons beaucoup plus que de le laisser assis dans une banque. Que ça coûte une fortune à l'hôpital. L'argent doit produire de l'argent. Nous n'allons pas conserver une maison juste pour la regarder. Je regardais Tyler, incapable de croire ce que j'entendais. Il s'avéra que parler des soins à long terme de John signifiait liquider son foyer pour financer l'entreprise risquée de son frère. Son frère aîné était dans le coma et il planifiait déjà d'utiliser le refuge de sa famille comme capital initial. Je demandai à voix basse, « Et si ton entreprise coule ?» Tyler fronça les sourcils. « Dans les affaires il faut prendre des risques. C'est pour ça que tu es bloqué, tu penses trop petit. » Ashley, assise à côté de lui, intervint d'un ton doux mais venimeux. « Megan, sincèrement, tu es une femme et tu n'as que la petite Lily. Administrer un patrimoine énorme te rend cible d'escrocs. Et si John ne se rétablit pas, tu es jeune. Que se passe-t-il si tu te remaries? Alors, la richesse de la famille tombe entre les mains d'un étranger. » Un oncle-grand-père acquiesça avec approbation et ajouta, « C'est vrai. Avec les jeunes veuves on ne sait jamais. Il faut penser d'abord à la lignée sanguine. » En entendant cela, les mains que j'avais appuyées sur mes genoux me restèrent glacées. Ils ne me voyaient pas comme la femme de John. Ils ne voyaient même pas Lily comme leur propre sang, seulement parce que c'était une fille. À leurs yeux, nous n'étions que deux locataires temporaires dans cette maison, attendant que John se consume pour pouvoir nous mettre à la rue. Je regardais chaque visage dans cette pièce et me demandais combien cela détruirait John d'entendre ces mots s'il était pleinement conscient. En voyant mon silence, Margaret pensa que je cédais. Elle prit le stylo, le plaça sur les documents et les poussa plus près de moi. « Signe. Si tu signes,
cette famille continuera à te considérer comme une belle-fille. Nous ne te traiterons mal ni toi ni ta fille, mais tu dois être raisonnable. Une femme qui vit dans la maison de son mari, le plus important est qu'elle sache obéir. Je baissai le regard vers le stylo, ressentant un mélange toxique de rage et de froideur absolue. Extérieurement j'essayais de paraître confuse. Je mis la main dans la poche de mon cardigan. Activai discrètement l'enregistreur vocal de mon iPhone et puis levé les yeux. Je parlais doucement. C'est une décision très importante. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. John est toujours à l'hôpital. Je ne peux pas décider cela seul maintenant. Henry frappa la table du poing. À qui d'autre vas-tu demander? Ton mari est un légume. Tu crois qu'il peut te répondre? Nous sommes ici pour t'aider et toi tu fais la difficile. Tyler se pencha en avant d'un ton de plus en plus menaçant. Ne crois pas que parce que ton nom apparaît sur quelques papiers tu as déjà gagné. Si mon frère se réveille, il devra aussi faire ce que disent mes parents. Et s'il ne se réveille pas, il laissa la phrase en l'air, mais ses yeux dirent tout. Un frisson me parcourut le dos, mais je serrai la mâchoire et gardai le silence. Soudain, Margaret se leva d'un bond. La fausse courtoisie disparut. Elle pointa du doigt à quelques centimètres de mon visage. Avec sa voix stridente résonnant contre les murs de la salle à manger. Ne crois pas que parce que John était fou de toi, la maison est à toi. Il n'est pas encore mort, mais cette famille doit planifier à l'avance. Si tu es intelligente, tu signeras. Ne nous oblige pas à descendre à cet hôpital et à te traîner par les cheveux. Je la regardais avec le cœur douloureux, mais l'esprit étrangement clair. L'enregistreur fonctionnait toujours dans ma poche. Chaque menace avait été enregistrée. Je me levai, pris mon sac et acquiesçai légèrement. Si aujourd'hui nous n'avons pu parler que de biens immobiliers et que personne ne s'est soucié d'eux. Demander si John va bien, alors je retourne à l'hôpital. Mon mari m'attend. Personne ne m'accompagna jusqu'à la porte. Derrière moi, la voix de Margaret continuait à résonner, chargée de mépris. Nous verrons combien tu tiendras. Je sortis dans la rue. Il faisait déjà sombre et le vent coupant me frappa le visage. Mais à l'intérieur je ne tremblais plus. Je savais que depuis ce moment les masques étaient tombés et je n'avais absolument aucune raison de me retenir. 3 jours après cette horrible réunion familiale, j'étais toujours à l'hôpital. Ce matin-là une bruine froide filtrait par les fenêtres rendant le couloir de l'USI encore plus lugubre. Je venais de changer le récipient d'eau tiède que j'utilisais pour nettoyer les mains de John. En lui murmurant mes mises à jour habituelles à l'oreille. Tu as assez dormi, dormeur. Lily a dessiné hier une image de nous 3. Elle dit que quand tu te réveilleras elle la collera à la tête de ton lit. John restait complètement immobile, le visage notablement plus mince. Les lèvres pâles et les cils reposant paisiblement sous la dure lumière fluorescente. Mais je continuais à croire qu'il pouvait m'entendre. Je devais le croire parce que sinon je ne saurais pas d'où tirer des forces pour rester debout. Je venais de finir de plier la serviette quand des pas pressés résonnèrent hors de la chambre. Quelques secondes après, Margaret apparut à la porte flanquée de Tyler et Ashley. Elle ne demanda pas comment allait John, ni ne regarda les moniteurs. Ni même ne regarda son propre fils. Dès qu'elle arriva dans la salle d'attente. Elle lança violemment une pile de photocopies sur la chaise en plastique devant moi. Les papiers se dispersèrent sur le sol du linoléum. Sa voix tremblait de pure fureur. Tu te crois très intelligente, Megan. Ton mari vient de sortir d'une chirurgie cérébrale. Il est entre la vie et la mort. Et toi tu as déjà mal géré son patrimoine pour le donner à ta famille. Je m'accroupis pour ramasser quelques pages. C'était un registre de propriété standard du secrétaire du comté. Sur celui-ci, la maison de 800 000 $ ne figurait plus à notre nom. La propriétaire légale actuelle était le fidéicommis Suzanne Living Trust. Cela ne me surprit pas. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'ils la prennent si vite. Tyler, debout à côté d'elle les bras croisés, sourit avec mépris. Tu pensais l'avoir fait en secret. Une maison n'est pas une aiguille dans une botte de foin. J'ai seulement dû demander à mon ami du secteur immobilier de vérifier les registres publiés.
Boum, c'était là. Margaret pointa mon visage d'un doigt tremblant, les yeux injectés de sang. Parle. Tu as profité que mon fils était malade et hors de lui pour l'obliger à signer. Toi et ta mère avez planifié de voler la maison, n'est-ce pas? Je plaçai les papiers sur la chaise et essayai de garder la voix stable. Tu dois mesurer ce que tu dis. Chaque étape légale a été prise quand John était pleinement conscient avec un avocat présent et un médecin qui a certifié son état cognitif. Il n'y a pas eu de contrainte. Margaret lâcha un rire strident qui me hérissa les poils. Conscient. Il avait une tumeur cérébrale et ils étaient sur le point de lui ouvrir la tête. Et tu dis qu'il était conscient. Tu crois que nous sommes idiots? Je vais te poursuivre en justice toi et ta mère jusqu'à vous couler. Je ne permettrai pas que la richesse de ma famille tombe entre les mains d'une chercheuse d'or. Tyler la soutint immédiatement. C'est sa maman. Poursuis-la pour voir si elle maintient cette farce devant un juge. Les cris firent que les familles des chambres voisines passèrent la tête. Certaines infirmières restèrent dans le couloir. Ashley, comme si elle avait attendu d'avoir un public, se tourna vers les curieux. Me pointant de façon théâtrale. Regardez-la. Avez-vous déjà vu quelqu'un d'aussi maléfique? Son mari est là-dedans dans le coma et elle a déjà mis une maison de 800 000 au nom de sa mère et maintenant elle dit que c'était légal. Les femmes modernes font peur. Les regards commencèrent à se planter sur moi. Les gens murmuraient. Certains secouaient la tête. J'entendis clairement une femme âgée murmurer. Si c'est vrai, quelle horreur. Ce commentaire me coupa profondément. Moi, la femme qui avait passé d'innombrables nuits sans dormir à côté de son lit. Qui avait lutté pour chacune de ses respirations. Qui avait suivi au pied de la lettre son dernier désir conscient, avec quelques mots incendiaires. J'avais été peinte comme un monstre cupide devant des inconnus. J'arrêtai de discuter. Je sortis mon téléphone et ouvris une vidéo sauvegardée dans un dossier chiffré. C'était l'enregistrement que John avait fait lui-même avant la chirurgie. Suivant le conseil de M. Peterson. Il était faible, mais sa voix était ferme. Je montai le volume au maximum. Le visage de John apparut à l'écran pâle, mais totalement sérieux. Mon nom est John et je suis en plein usage de mes facultés mentales. Pendant que j'enregistre ceci, je donne mon consentement plein et volontaire pour transférer l'acte de notre maison à ma belle-mère. Suzanne, pour qu'elle la maintienne en fidéicommis. Pour ma femme et ma fille. Cette décision ne m'a été imposée par personne. S'il m'arrive quelque chose, je ne veux pas que Meghan et Lily soient intimidées par quiconque disant agir au nom de ma famille. Pour remettre la maison. Le couloir devint silencieux absolu. Les murmures s'évaporèrent instantanément. Ashley ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Margaret regarda l'écran sans expression pendant que la couleur quittait son visage seconde après. Seconde. Je bloquai le téléphone et la regardai. Tu l'as entendu. Ce sont les mots de ton fils, pas les miens. Tyler serra la mâchoire. Son visage devint rouge de honte et de rage. Il insista. Le cerveau de mon frère était malade. Une vidéo ne signifie rien. Qui sait quelle drogue il lui avait donnée? Juste à ce moment, le docteur Evans apparut en marchant dans le couloir. Probablement alerté par le tumulte. Il observa la scène et parla avec une autorité absolue. Je suis le neurochirurgien principal de Monsieur John. Avant son opération, le patient était complètement conscient. Orienté et a passé sans faute toutes les évaluations cognitives. Si nécessaire, l'administration de l'hôpital a la déclaration sous serment signée pour le démontrer. Cette fois Tyler ferma la bouche. Ashley regarda le sol et Margaret resta paralysée comme si on l'avait giflée en public. Mais l'humiliation ne l'arrêta pas, elle la rendit seulement plus incontrôlable. Elle se précipita vers la chambre de l'USI, me poussant de côté, et se pencha sur John, qui gisait complètement immobile. Sa voix fut un sifflement rageur. « Réveille-toi, John, réveille-toi et regarde comment ta femme trahit ta famille. Tu as élevé une vipère. » Je fis un pas en avant pour l'écarter, mais à ce millième de seconde précis. Sous la couverture blanche de l'hôpital,
Les doigts de John bougèrent. Ce fut un mouvement si subtil que si je n'avais pas été en train de le regarder avec chaque gramme d'espoir qui me restait, je l'aurais probablement manqué. Je restai glacé avec le cœur battant contre mes côtes. Personne d'autre ne le vit. Margaret continuait à haleter de rage. Tyler me foudroyait du regard avec une haine pure. Je me penchai plus près de John avec les lèvres tremblantes, sans oser l'appeler à voix haute. Dans mon esprit résonnait seulement une pensée. Il l'a entendu, il a tout entendu. Après la scène que Margaret provoqua à l'hôpital. Je pensais qu'au moins ils auraient la décence de s'écarter pendant un temps. Je me trompais. Pour les gens qui voient la cupidité comme un droit de naissance. Se faire prendre ne les arrête pas, cela les rend seulement plus cruels. Ils arrêtèrent de feindre la gentillesse et visèrent directement mon unique point faible, Lily. Ce matin-là je venais de sortir de l'USI quand mon téléphone sonna. C'était la directrice de la garderie de Lily. Ils appelaient rarement à cette heure, donc voir l'identifiant d'appel fit que mon estomac se serra. Megan. La voix de la directrice parut terrifiée. Des proches sont venus chercher Lily. Ils disent qu'ils sont sa tante et sa grand-mère. Mais Lily pleure hystériquement et refuse de partir avec eux. Avez-vous autorisé un changement dans la liste de ramassage? Ce fut comme si on m'avait jeté un seau d'eau glacée dessus. Je me levai d'un bond avec la voix tremblante. Non, absolument personne, sauf ma mère ou moi, ne peut la ramasser. Gardez-la à l'intérieur. J'appellerai la police s'il le faut. J'arrive. Pendant que je courais vers l'ascenseur, j'appelai ma mère. Elle était au supermarché. Dès qu'elle l'entendit, elle lâcha le panier et conduisit directement à la garderie. Je sortis à toute vitesse de l'hôpital avec les mains blanches de tant serrer le volant. Dans ma tête je ne pouvais qu'entendre les pleurs de ma fille. Me demandant quel genre de jeu malade il jouait. Quand j'arrivai à la garderie, un groupe de parents s'était déjà réuni. Juste à côté de la porte principale. Ashley tirait le bras de Lily vers un SUV noir arrêté près du trottoir. Le visage de ma fille était rouge d'avoir tant crié et elle s'accrochait à la clôture métallique. Avec ses deux petites mains, sanglotant hystériquement. Je ne veux pas partir avec la tante, je veux ma maman. Maman. Entendre sa voix me brisa l'âme. Je courus vers là, poussai Ashley avec force et soulevai Lily dans mes bras. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? Qui t'a donné le droit de toucher à ma fille? Ashley arrangea ses cheveux et sourit avec mépris. Agissant comme si la folle qui faisait une scène c'était moi. La famille paternelle intervient pour s'occuper de notre nièce. Qu'est-ce que ça a de mal? Tu passes toute la journée enfermée à l'hôpital. Qui s'assure que la petite mange et fait ses devoirs? Ou tu essaies seulement de traîner un mari dans le coma et une petite fille pour faire pitié? J'étreignis Lily fort, sentant son petit corps trembler contre ma poitrine. Je retins un cri de rage. Tant que je respirerai et tant que ma mère respirera, ils ne prendront jamais ma fille. Si tu remets une main sur elle, je ferai en sorte qu'on t'arrête pour enlèvement. À peine avais-je fini de parler que la voix de Margaret retentit. Appelle-les. Pour voir si les policiers croient une mère mentalement instable ou sa famille élargie inquiète. Je me tournai brusquement. Margaret était là agitant une épaisse pile de papier avec une expression à parts égales angoissée. Et triomphante. Elle montra les papiers à la directrice de la garderie et aux parents qui murmuraient « Regardez. Madame, ma belle-fille n'a pas la tête bien depuis que mon fils est tombé malade. Elle pleure, crie. Ne mange pas et erre dans les couloirs de l'hôpital la nuit comme un fantôme. J'emmène ma petite fille dans un foyer stable pour sa propre sécurité. » Je lui arrachai les papiers. En y jetant un coup d'œil, mon sang se glaça. C'était une évaluation psychologique formelle avec une conclusion ambiguë qui affirmait que je montrais des signes d'une grave altération émotionnelle après un événement traumatique et recommandait une évaluation immédiate de mon aptitude comme tutrice. Je n'étais jamais allé dans cette clinique, je n'avais jamais signé aucune autorisation. Et pourtant, là était mon nom. Mon âge et même plusieurs photos floues de moi pleurant dans l'escalier de l'hôpital. Ce fut alors que je compris qu'il m'avait suivi. Les fois où je m'étais effondré d'épuisement sur un banc dehors de l'USI.
Les fois où j'avais pleuré dans l'escalier en étreignant la chemise de flanelle non lavée de John. Tout avait été photographié par un enquêteur privé pour construire un faux cas de service de protection de l'enfance contre moi. Je regardais Margaret avec haine, étouffée par le dégoût. Tu utilises ma douleur pour ton fils mourant pour me faire passer pour folle. Tyler sortit du SUV avec la poitrine gonflée, parlant fort pour que la foule l'entende. Une femme qui accapare une maison de 800 000 $ et refuse de la vendre pour payer les traitements qui pourraient sauver la vie de son mari. Quel droit a-t-elle d'élever une fille? Notre famille veut seulement protéger la petite et ici tu es en train de faire un scandale en public. As-tu peur de perdre ta fille ou seulement de perdre l'excuse pour garder la maison? Les murmures devinrent plus forts. J'entendais une mère murmurer que les familles riches avaient toujours des disputes de garde compliquées. Une autre dit que si la mère souffrait vraiment d'un effondrement, cela avait du sens que les grands-parents interviennent. Chaque mot était une aiguille dans mon oreille. Je savais que plus je resterais, plus il serait facile pour eux de m'humilier en public. J'installai Lily sur ma hanche et dis à la directrice. À partir d'aujourd'hui j'établirai un mot de passe. Seule ma mère ou moi pouvons l'emmener. Si ces personnes réapparaissent, appelez le 911 immédiatement. Je me tournai pour marcher vers ma voiture, mais Margaret se précipita et m'attrapa le bras. Je tirai simplement le bras pour l'écarter de Lily. Mais instantanément Margaret porta les mains à sa poitrine. Se jeta au sol en ciment et gémit théâtralement. Oh mon Dieu! La belle-fille frappe sa belle-mère pour voler la petite fille. Que quelqu'un m'aide. Mon fils se meurt et sa femme a perdu la tête. Je restai paralysé. Ashley courut aux côtés de sa mère pendant que Tyler criait. Filmez ça. Tout le monde sortait vos téléphones pour avoir des preuves. En quelques secondes, une demi-douzaine d'iPhones pointaient vers moi. Avec ma fille terrifiée dans les bras, au milieu d'un parking. Je ressentis une vague toxique de rage et d'humiliation profonde. Complètement incapable de me défendre, Lily enfouit le visage dans mon cou en sanglotant. Maman, j'ai peur. Cet après-midi-là, une vidéo commodément éditée devint virale dans des groupes locaux de Facebook. Ils ne laissèrent que la partie où je retirais brusquement le bras et Margaret s'effondrait au sol. En gémissant. Le titre sensationnaliste me frappa comme un camion. Épouse chercheuse d'or vole le patrimoine de son mari mourant. Agresse sa belle-mère âgée à la garderie. Des centaines de commentaires pleins de haine commencèrent à arriver. Ils m'appelaient impitoyable. Ils disaient que les services de protection de l'enfance devaient me retirer la garde immédiatement. Cette nuit-là, après avoir laissé Lily en sécurité chez ma mère, je conduisis de retour à l'hôpital. Je m'assis dehors de l'USI, regardant à travers le verre le corps immobile de John. J'avais le cœur brisé en morceaux. Mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Si tu veux la paix, rends la maison au fidéicommis. Sinon, ta fille portera le stigmate d'avoir une mère abusive et folle pour le reste de sa vie. Je ne répondis pas. Je fis une capture d'écran et la sauvegardai dans une copie de sécurité. Puis j'entrai dans le portail des caméras du couloir public de l'hôpital. Quelque chose que M. Peterson m'avait conseillé de demander pour voir s'il me suivait. Encore. Le cœur battait pendant que je repassais les images. Quelques jours plus tôt, pendant que je pleurais dans la salle d'attente. Un homme était debout dans un coin en train de m'enregistrer avec son téléphone. Il portait une casquette de baseball et un masque chirurgical. Mais je reconnus sa posture et sa veste North Face, c'était l'un des amis de Tyler. À la fin du clip, Tyler lui-même s'approcha et prit le téléphone de la main du type. Je restai à regarder l'écran avec les mains glacées. Rien de tout cela n'était spontané. Les photos, la fausse évaluation psychologique, le piège à la garderie. Tout était une embuscade parfaitement coordonnée. Je regardais John de l'autre côté du verre et murmurais. Tu as besoin de te réveiller. Mais avant que tu le fasses. Je te jure par Dieu que je ne laisserai pas qu'il touche à un cheveu de la tête de notre fille. Cette nuit-là l'hôpital était inquiétant de silence. Vers 2 heures du matin. Le couloir de l'USI n'était éclairé que par les dures lumières fluorescentes qui rebondissaient sur
Les sols ciraient. Le bourdonnement rythmique des machines de support vital sonnait comme la respiration lourde du bâtiment lui-même. Je venais de descendre à la cafétéria pour un café tiède. Parce que je n'avais pas mangé depuis midi. Mon esprit tournait avec l'incident de la garderie. Les papiers falsifiés et Tyler tirant les ficelles. Quand l'ascenseur sonna à l'étage de l'USI, je fis à peine 2 pas avant de rester congelé. La porte de la chambre de John était légèrement entr'ouverte. De l'intérieur, une figure masculine sortit furtivement. Il portait une casquette de baseball basse et un masque chirurgical remonté jusqu'aux yeux. Mais sa façon de marcher et cette veste grise le trahirent instantanément. C'était Tyler. Il me vit et sursauta, mais reprit son posture arrogante. Un seconde après je m'approchai de lui d'un pas ferme, ma voix devenue un murmure bas et létal. « Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de ton frère à 2 heures du matin ?» Tyler haussa les épaules, baissa le masque et sourit avec suffisance. « Je visitais seulement mon frère aîné. »« Pourquoi es-tu si paranoïaque ? Ou est-ce que son propre sang ne peut plus le voir ?» Je le regardai directement dans les yeux. Son regard n'était pas celui d'un frère affligé. Il était évasif, pressé, le regard d'un criminel pris la main dans le sac. Je ne discutais pas. Je le poussai en passant et entrai dans la chambre. Une seconde après, le verre de café me glissa des mains et se renversa sur tout le sol. Le tube du respirateur était partiellement déconnecté. L'un des câbles principaux était tendu et le ruban médical qui fixait le tube de respiration à la joue de John était à moitié décollé. Le moniteur respiratoire clignotait avec une onde étrange et irrégulière. Je criai en appelant les infirmières. Un cri qui déchira l'aile silencieuse. L'infirmière en chef entra en courant. En voyant le moniteur, elle devint blanche comme un fantôme, reconnecta rapidement le tube. Vérifia les joints et cria qu'on apporte le chariot d'urgence. Je restai contre le mur, les jambes tremblantes. Accroché à la rambarde du lit comme à une bouée de sauvetage. Quelques minutes après, les constantes se stabilisèrent. L'infirmière se tourna vers moi, encore tremblante. Grâce à Dieu vous vous en êtes rendu compte à temps. Quelques minutes de plus et il aurait souffert d'une insuffisance respiratoire massive. Je me tournai brusquement pour sortir en courant dans le couloir, mais Tyler n'était plus là. Les portes de l'ascenseur au bout du couloir venaient de se fermer. Je courus jusque-là et appuyai sur le bouton avec force, mais c'était trop tard. Un froid arctique me parcourut tout le corps. Cela n'était plus une dispute immobilière, une bataille de garde, ni une campagne de diffamation. Quelqu'un venait d'essayer d'assassiner John et la dernière personne dans cette chambre avait été son frère. J'exigeai immédiatement les enregistrements de sécurité du couloir à l'infirmière en chef. Le superviseur nocturne me dit qu'il ne pourrait pas vérifier les registres jusqu'au tour du matin. Je ne fermai pas l'œil. Je restai assise toute la nuit dehors des portes en verre, regardant respirer John. Le matin suivant, quand j'exigeais les images, le responsable informatique me regarda avec un geste d'excuse. « Je suis vraiment désolé, madame. Mais cette caméra précise a subi une panne logicielle entre 1h30 et 2h15 du matin. Les données de cette tranche n'ont pas été enregistrées sur le serveur. » Je restai à regarder l'homme, sentant un poids écrasant dans la poitrine. Une panne. Quelle coïncidence miraculeuse. Juste quand Tyler apparaît, juste quand le respirateur tombe en panne. Par hasard la caméra arrête de fonctionner. Je ne fis pas de scène. Je savais que sans preuve solide, Tyler se contenterait de rire à ma face et présenterait une demande pour diffamation. Mais depuis ce moment, une vérité terrifiante s'installa en moi. John n'était pas en sécurité, même dans un hôpital. Plus tard cet après-midi-là, pendant que je marchais d'un côté à l'autre dans l'escalier en parlant au téléphone avec Monsieur Peterson, un concierge âgé qui vidait les poubelles s'arrêta. Regarda autour avec nervosité et me fit signe de descendre quelques marches. À voix basse il dit, « Vous êtes la femme du patient de la chambre 1208, n'est-ce pas ?» J'acquiesçai. Le vieil homme se mordit la lèvre et murmura. « Hier soir, pendant que je lavais, j'ai vu votre beau-frère discuter avec un médecin au bout du couloir.
Il parlait bas. Mais j'ai vu votre beau-frère mettre une enveloppe blanche et épaisse dans la poche de la blouse du médecin. Le cœur me martela dans la gorge. Quel médecin, monsieur? Le concierge pensa une seconde. Je crois que c'était le résident assistant qui a participé à la chirurgie de votre mari. Le grand avec des lunettes qui fait les rondes avec le docteur Evans. Je le remerciai et le suppliai de ne le dire à personne d'autre. En retournant dans le couloir, je vis ce même médecin sortir de la salle de repos. Nos regards se croisèrent pendant une fraction de seconde et il baissa immédiatement les yeux au sol. Et c'est ce qui va. Je rappelai Monsieur Peterson et lui racontai tout. Cette nuit-là, il engagea un enquêteur privé pour examiner les finances de Tyler. Le rapport arriva plus vite et fut beaucoup plus terrifiant que ce que j'aurais imaginé. Tyler se noyait dans une dette de 400 000 avec des maisons de paris sportifs étrangères et des prêteurs locaux. Les collecteurs étaient déjà apparus dans son entrepôt de fournitures de construction. Ils avaient détruit son inventaire et lui avaient envoyé des messages menaçant que s'il ne payait pas dans 30 jours, toute sa famille finirait dans des sacs à cadavres. Je tins le courrier imprimé de mon avocat avec les mains glacées. Maintenant je comprenais le désespoir psychotique de Tyler pour vendre la maison. Il n'y avait aucune opportunité d'investissement. C'était de l'argent de rançon pour sauver ses propres genoux. Et s'il était prêt à déconnecter le respirateur de son frère pour sortir de ses dettes? Il n'y avait pas de limite à ce que ces gens pouvaient faire. Cet après-midi-là, quand je passais par notre maison pour ramasser plus de vêtements propres pour John, j'entendis par accident Tyler et Ashley parler dans le salon. Je restai congelé derrière la porte principale, retenant ma respiration. Tyler siffla, « Tant que John reste comme un légume, tôt ou tard un juge nous donnera la maison. » Ashley répondit d'une voix froide comme la glace. « Ne sois pas idiot. Nous devons presser Megan pour qu'elle la remette volontairement. Ainsi nos mains restent propres. Si tu fais une bêtise et que la police s'en mêle, nous tombons tous. » Je restai paralysé dans l'entrée. L'homme que John appelait frère, qui mangeait à notre table et à qui John avait prêté de l'argent pour démarrer son entreprise, attendait activement qu'il reste en mort cérébrale pour liquider sa vie. Et Ashley, qui faisait toujours la sœur affectueuse, planifiait de façon clinique comment me briser. Je couvris ma bouche pour étouffer un sanglot. Pendant que je reculais de la porte, mon téléphone vibra. C'était Monsieur Peterson. Sa voix sonnait plus grave que d'habitude. « Megan, écoute attentivement. Je viens de recevoir un avis d'un employé du tribunal testamentaire. Quelqu'un présente en secret une pétition d'urgence pour déclarer John incapable de façon permanente et établir une tutelle légale. Si un juge l'accorde, ils utiliseront leurs conditions de proche direct pour prendre le contrôle de tout son patrimoine et de toutes les décisions médicales. » Je fermai les yeux sentant que le sol disparaissait sous mes pieds. Il ne voulait pas seulement que John reste endormi. Il voulait utiliser son coma pour le convertir en un tampon silencieux, légalisant le vol de tout ce qu'il possédait et le déconnectant, s'il devenait une nuisance. Debout dans l'obscurité, je serrai le téléphone et me jurai à moi-même que je ne me briserais pas. Parce que si je le faisais, ils avaleraient John et ma fille entiers sans laisser de traces. Viens cet après-midi pour une réunion familiale. Tu ne peux plus prendre de décision sur John seul. Je regardai le message longtemps. Après ce que j'avais entendu la nuit précédente, je savais que cela n'était pas une réunion familiale, c'était une embuscade. Ils attendaient que j'entre pour me briser. J'appelai immédiatement Monsieur Peterson. En écoutant le plan, il me donna une seule instruction. Va. Mais ne va pas seul légalement. Active la localisation partagée par GPS et commence à enregistrer dès que tu sors de la voiture. S'il te menace ou essaie de te contraindre physiquement pour que tu signes, j'interviendrai. Je fis une pause et puis répondis, compris. Cette fois je veux qu'ils disent tout à voix haute eux-mêmes. Je raccrochai, respirai profondément et rangeai le téléphone. Je n'étais plus la femme qui pleurait sans défense dans le couloir d'un hôpital. Cet après-midi-là, en entrant dans la maison de mes beaux-parents, la scène me glaça le sang. La salle à manger formelle était pleine de parents paternels, certains connus, d'autres inconnus.
tous me regardant avec des yeux accusateurs. Sous l'énorme horloge comtoise et les austères portraits familiaux. La longue table en acajou était disposée comme un tribunal. Au centre il y avait une épaisse pile de documents légaux et un stylo. Henri était assis en tête de table le dos droit, portant sur le visage l'expression d'un bourreau. À ses côtés était Margaret, avec les yeux gonflés. Mais les lèvres serrées dans une ligne dure et décidée. Tyler et Ashley étaient debout de chaque côté comme des videurs de discothèque. Avant même de poser le sac, Henri aboya. « Reste là. Combien de temps penses-tu encore garder séquestré le patrimoine de John ?» Je regardais autour, sentant les regards glacés se planter en moi. Pas une seule personne ne demanda si John était vivant ou mort. Seulement ils attendaient sa part. Un oncle grand-père aux cheveux argentés frappa la table de la main. « Ton mari est dans un lit d'hôpital entre la vie et la mort, et toi tu accapares ses biens. C'est immoral. Une femme cupide ne vaut rien. » Une tante me pointa du doigt, « Ceux de ta famille sont tous pareils. Quand le mari est sain. » Tous sourire. Dès qu'il tombe. Il détourne l'argent vers la mer. N'as-tu pas peur du jugement de Dieu? Je restais complètement immobile, assimilant tout. Des jours plus tôt, j'aurais tremblé, j'aurais pleuré, je les aurais suppliés de comprendre. Mais à ce moment, plus ils m'insultaient, plus je devenais froide. Je posais une seule question. Vous m'avez appelé ici pour demander sur l'activité cérébrale de John ou pour m'obliger à signer un papier. La pièce resta silencieuse pendant quelques secondes. Alors, furieuse, Margaret arracha les papiers de la table et les lança à mes pieds. Signe. Et tout cela disparaîtra. Je m'accroupis et lus la couverture. Procuration irrévocable et transfert de droits fiduciaires. Le contenu était si effronté que j'eus envie de rire. Il exigeait que je reconnaisse que la maison de 800 000 $ était un bien de la famille paternelle et que j'accorde à Henri autorité absolue pour administrer, vendre ou utiliser la propriété comme garantie pendant que John était incapable. En résumé, il voulait que je signe un chèque en blanc pour qu'il puisse me voler mon foyer. Je levai les yeux et demandai lentement, « Et si je ne signe pas ?» Tyler, appuyé contre le meuble à alcool, lâcha un petit rire. Il sortit de sa poche une pile de photos brillantes et les jeta sur la table. Elles se dispersèrent devant moi. L'une était de Lily sortant de la garderie avec sa petite bouteille d'eau. Une autre de ma mère choisissant des légumes au supermarché. Une troisième de moi endormi sur une chaise de l'hôpital avec la veste glissant de mes épaules. Complètement vaincu. Mon sang se glaça dans les veines. Tyler s'approcha, se pencha et murmura d'une voix basse et venimeuse. « Si je peux faire en sorte qu'on te suive, n'importe qui peut arriver à toi. Si tu continues à résister. Un jour tu sortiras vers ta voiture et tu ne sauras pas qui est derrière toi. » Je regardai Margaret. J'attendis qu'elle arrête son fils, qu'elle dise un seul mot de réprimande. Rien. Elle resta assise avec le visage froid comme une pierre et dit. Une femme a besoin d'apprendre à avoir peur pour savoir obéir. Cette phrase éteignit la dernière étincelle d'empathie qu'il me restait pour cette famille. Je sortis mon iPhone de la poche, montai le volume au maximum et appuyai sur lecture. Les voix de Tyler, Ashley et Margaret de mes enregistrements cachés des derniers jours résonnèrent avec une clarté absolue dans la salle à manger. Depuis leur plan pour utiliser la fausse évaluation psychologique jusqu'au murmure ivre de Tyler. Tant que John reste comme un légume, tôt ou tard un juge nous donnera la maison. Chaque mot, sonnant sous le regard vigilant de leurs portraits familiaux, était un coup de massue contre leur fausse moralité. La pièce resta dans un silence absolu. Les parents qui venaient de m'insulter se regardèrent entre eux avec le visage tombant du choc. Henri resta rigide sur sa chaise. Tyler devint pâle et se précipita pour m'arracher le téléphone, mais je fis un pas en arrière. Je regardai Margaret directement dans les yeux. Ma voix n'était pas haute, mais elle traversa la salle comme un couteau. Es-tu inquiète pour ton fils ou es-tu en train de te partager son héritage avant que le moniteur marque une ligne plate? Margaret sauta de sa chaise. Sa main traça un arc violent et une gifle brûlante me frappa le visage devant tout le monde. Toute la salle haleta.
J'avais la joue en feu et l'oreille bourdonnante, mais je ne versais pas une seule larme. Je tournais lentement la tête vers elle et la regardais. Je garderai aussi cette gifle pour le rapport policier. À ce moment précis, la sonnette retentit avec force. Ashley courut ouvrir et resta congelé. Monsieur Peterson entra, flanqué de 2 policiers en uniforme. Il me regarda et son visage s'assombrit en voyant la marque rouge sur ma joue. J'ai reçu un signal d'urgence de ma cliente. Nous avons des rapports de contrainte physique pour signer des documents légaux. Extorsion et menace de dommages physiques. L'atmosphère de la salle implosa. Les personnes qui un moment plus tôt prêchaient la morale fermèrent complètement la bouche. Tyler recula vers une porte latérale avec le visage blanc comme de la craie. Son téléphone commença à vibrer frénétiquement dans sa poche. Il répondit avec les mains tremblantes. Je ne sais pas ce qu'ils lui dirent, mais je l'entendis balbutier. Donnez-moi seulement quelques jours de plus. Je suis en train de liquider une maison. Alors sa voix se brisa en pure panique. Ne me touche pas. J'aurai l'argent. Je le jure. Non. Il raccrocha. Il regarda autour comme un animal acculé et soudain sortit en courant par la porte arrière en fuyant. Sa propre maison. Son téléphone tomba au sol. L'écran restait allumé, montrant un dernier message. Si nous n'avons pas l'argent ce soir, nous emportons un doigt. Après le chaos dans la maison de mes beaux-parents, je ne remis plus jamais un pied là-bas. Je déléguai toute communication légale à Monsieur Peterson. Je retournai à l'hôpital, à ma veille silencieuse devant la chambre de John. Les jours se mélangèrent entre le bourdonnement des respirateurs, l'odeur d'eau de javel et mes regards désespérés à travers le verre vers l'homme que j'aimais. Immobile, comme s'il était piégé dans un cauchemar interminable. Le jour 41 après la chirurgie. Le docteur Evans me permit enfin d'emmener Lily voir son père pendant quelques minutes. Jusqu'alors je lui avais caché la réalité. En lui disant seulement que papa faisait une longue sieste pour arranger sa tête. Mais les enfants sont incroyablement perceptifs. Elle ne posait pas beaucoup de questions. Mais chaque nuit elle étreignait l'ours en peluche que John lui avait acheté et murmurait « Papa. Reviens bientôt à la maison. » Ce jour-là, en voyant son père entouré de tubes et de câbles, Lily fondit en larmes. Elle avait peur de le toucher. Elle resta seulement à côté du lit avec ses petites mains agrippant l'auriculaire de lui. « Papa, c'est moi, Lily Bag. Réveille-toi. Tu avais promis que nous irions faire voler un cerf-volant. » Sa voix se brisa. Chaque mot innocent était une dague dans ma poitrine. Je me tournai pour essuyer mes yeux. Mais juste quand Lily appuya sa joue humide contre la main de John. Je vis que ses doigts se courbaient légèrement, très doucement. Mais cette fois ce n'était pas mon imagination. Lily le sentit aussi. Elle leva les yeux avec les yeux très ouverts. « Maman. » Papa m'a serré la main. Je courus pratiquement jusqu'au poste des infirmières. Le docteur Evans et l'infirmière en chef entrèrent en hâte, vérifièrent ses pupilles. Testèrent ses réflexes et prononcèrent son nom à voix haute. Le visage du docteur Evans, normalement si réservé, s'illumina d'une authentique étincelle d'espoir. Après avoir vérifié le moniteur EEG, il se tourna vers moi. C'est un indicateur positif énorme. Le cerveau de John commence à traiter les stimuli. Nous ne pouvons pas encore garantir un délai pour qu'il se réveille complètement. Mais cette réponse neurologique est bien meilleure que ce que nous avions prévu. Je restai immobile un instant puis m'effondrai en sanglotant. Ce n'était pas le pleur désespéré et étouffant des premiers jours. Mais les larmes de quelqu'un qui avait été piégé dans une caverne et voyait enfin une fissure de lumière. Je tombai à genoux et étreignis Lily. Elle pleurait aussi, mais entre sanglots elle répétait « Papa m'a entendu. Maman, il va revenir. N'est-ce pas ?» La nouvelle que John montrait des signes de récupération arriva à mes beaux-parents avec une rapidité alarmante. Cette nuit-là, Margaret apparut sans prévenir avec un thermos de soupe chaude. Elle portait une robe sombre, les cheveux soigneusement attachés. Essayant de projeter l'image d'une mère affligée et dévouée. Dès qu'elle me vit, elle essuya ses yeux secs avec un mouchoir. « J'ai apporté de la soupe pour John. »
Quoi qu'il arrive, c'est mon fils. Tu ne peux pas m'empêcher légalement de le voir. Je la regardais longtemps. Après tout ce qui s'était passé, ses larmes ne me touchaient pas d'un centimètre. Mais comme John montrait enfin des signes d'amélioration, je ne voulus pas provoquer une dispute à cris dans l'USI. Je m'écartai en activant instinctivement l'enregistrement sur mon téléphone. Margaret entra, plaça le thermos sur le plateau et s'assit à côté de John. Au début elle pleura en l'appelant par son nom avec une grande douleur. Mais dès que l'infirmière de ronde sortit, sa voix baissa d'une octave, devenant venimeuse et froide. Si tu te réveilles, souviens-toi de récupérer cette maison pour ta mère. Ne laisse pas ta femme te manipuler à nouveau. La richesse de la famille ne peut pas rester entre les mains d'une petite fille et de sa grand-mère. Depuis la porte j'entendis chaque mot et mes mains me restèrent glacées. Son fils était là couché, montrant les premiers et fragiles signes de vie. Et la première chose qu'elle lui exigeait était la propriété. Je ne l'interrompis pas. Je voulais tout avoir enregistré. Je voulais que John, s'il se réveillait vraiment, sache exactement ce qu'on lui avait murmuré à côté de son lit d'hôpital. Pendant que Margaret faisait la martyre souffrante, Tyler n'apparaissait nulle part. Mais vers 21h, quand je descendis au parking pour sortir du coffre un sac de vêtements propres, il sortit soudain de derrière une colonne de ciment. Il avait un aspect terrifiant, joues creusées, barbe d'une semaine et les yeux complètement injectés de sang. Dès qu'il me vit, il courut vers moi avec toute son ancienne arrogance disparue et tomba à genoux sur le ciment sale. « Megan, je t'en supplie, donne la maison et sauve-moi. J'ai seulement besoin de 400 000. Je te jure par Dieu que je te le rendrai dès que je pourrai. » Je fis un pas en arrière, regardant l'homme qui m'avait harcelé et avait menacé ma fille, maintenant en train de ramper à mes pieds. Mais je ne ressentis pas une once de pitié, seulement de la peur. Un animal acculé est capable de tout. Je parlais avec une clarté absolue. La maison n'est pas à mon nom et même si elle l'était, je ne vendrai pas le toit au-dessus de la tête de ma fille pour payer les dettes que tu as accumulées avec des maisons de Paris et des prêteurs. Tyler leva brusquement la tête. La supplication disparut de ses yeux, remplacée instantanément par sa malice habituelle. Il se leva, secoua ses genoux et esquissa un sourire tordu. Tu crois que quand John se réveillera il te croira? J'ai seulement besoin de lui dire que tu as conspiré avec l'avocat et les médecins pour falsifier ça. Signature pendant qu'il était hors de lui. Il sortit son téléphone et me mit une vidéo en face. C'étaient des images de sécurité de la chambre d'hôpital le jour où nous avions signé les papiers du fidéicommis, mais elles étaient très manipulées. Ils avaient silencé John expliquant ses raisons et avaient éliminé le médecin vérifiant ses constantes, laissant seulement l'image de moi debout sur un homme malade avec un stylo et une pile de documents légaux, faisant paraître que je l'obligeais à signer sa vie. Tyler approcha plus l'écran en riant d'une voix rauque. Quand je filtrerai ça sur Facebook et aux nouvelles locales, tu seras l'épouse psychopathe qui a attendu que son mari reste en mort cérébrale pour lui voler l'argent. Voyons, à qui le juge croira-t-il? Je serrai mon sac, obligeant mon visage à rester complètement inexpressif. Publie-le si tu veux. J'ai l'original non édité soutenu par un notaire et un neurochirurgien. Tyler grinça des dents et entra dans mon espace personnel. Ton original ne deviendra pas viral aussi vite que ma saleté. Il se tourna et partit, me laissant seul dans le parking glacé. Alors je compris qu'il était complètement hors de raison. Quelqu'un d'aussi désespéré ne s'arrêterait pas seulement à publier une vidéo fausse. Cette nuit-là, vers 23h, pendant que je retournais à l'aile de l'USI, toutes les lumières du couloir clignotèrent. Les dures ampoules fluorescentes bourdonnèrent, titillèrent rapidement puis s'éteignirent complètement. Tout l'étage fut plongé dans une obscurité absolue pendant quelques secondes terrifiantes. Immédiatement, les générateurs d'urgence s'activèrent, mais en même temps, les alarmes de la chambre de John commencèrent à sonner avec un code assourdissant sur son moniteur. Sa fréquence cardiaque s'emballait de façon chaotique. Médecins et infirmières coururent dans le couloir avec des chariots d'urgence. Je restai congelé à la porte, agrippé au verre, criant le nom de John encore et encore.
Au milieu du chaos, je vis une figure vêtue de noir s'esquiver par les portes de l'escalier d'urgence au fond du couloir. Je voulus la poursuivre, mais le médecin, criant qu'on apporte un défibrillateur, me laissa cloué sur place. Mon mari s'effondrait, je ne pouvais pas le laisser. 15 minutes angoissantes après, les constantes de John se stabilisèrent. Je m'effondrai sur une chaise en plastique trempée de sueur froide. À ce moment, une jeune infirmière d'étage s'approcha de moi. Elle regarda autour avec nervosité puis glissa discrètement une petite clé USB dans ma paume. Ses mains tremblaient. Elle se pencha et me murmura à l'oreille. « Faites très attention. Quelqu'un paie très bien pour s'assurer que Monsieur John ne se réveille jamais. » Je fermai la main autour de la clé USB. Elle était petite et froide. Mais je savais qu'elle pouvait contenir la vérité la plus horrible de toutes les larmes dont j'avais besoin pour détruire mes ennemis une fois pour toutes. Je n'osais pas connecter la USB à l'hôpital. Après ce que dit l'infirmière, je sentais que chaque caméra, chaque ombre, chaque médecin qui passait m'observait. Je la mis dans la poche à fermeture de mon sac et essayai de garder le visage sérieux. Bien que le cœur me batte si fort que je pensais que la personne à côté pouvait l'entendre. Je descendis en ascenseur et allai directement à ma voiture. Le parking était presque vide sous les lumières jaunâtres et maladives. Je fermai les portes, baissai les pare-soleils et allumai le petit ordinateur portable que M. Peterson m'avait dit d'avoir à portée de main. Quand je connectai la mémoire, mes mains tremblaient tellement que je dus essayer 2 fois. Un dossier sans nom apparut à l'écran. À l'intérieur il y avait plusieurs fichiers vidéo et audio. Je cliquai sur le premier. C'était un enregistrement de sécurité non édité d'une caméra interne de l'hôpital focalisant l'aile de l'USI. La marque temporelle coïncidait avec la nuit où j'avais surpris Tyler entrant caché dans la chambre de John. Je retins ma respiration. Comme je me souvenais, Tyler avec sa casquette et masque marchait vite vers la porte de John. Mais ce qui me glaça le sang fut de voir une autre personne marchant juste derrière lui avec une blouse blanche. L'homme gardait la tête baissée, mais quand il tourna le profil vers la caméra, je le reconnus instantanément. C'était le résident chirurgical qui avait assisté le docteur Evans. Ils s'arrêtèrent juste dehors de la porte de John. Tyler regarda autour puis sortit une épaisse enveloppe manila de sa veste. Le médecin la saisit rapidement et la mit dans la poche de poitrine de sa blouse. Je zoomai, sentant chaque muscle de mon visage se tendre. Ce n'était plus seulement une suspicion, il y avait eu un paiement en espèces. Un médecin avait été acheté juste dehors de la chambre où mon mari gisait sans défense. Je cliquai sur l'un des fichiers audio. Au début il y eut seulement de la statique, puis la voix pressée et rauque de Tyler. « Je n'ai pas besoin que tu le déconnectes, mec. J'ai seulement besoin que tu maintiennes mon frère. J'ai donné quelques mois de plus. Il n'a pas besoin de mourir encore. » J'eus la chair de poule sur les bras. Une voix masculine répondit, celle du médecin. « Je t'ai dit que je ne peux que manipuler ces fenêtres de récupération, ajuster les sédatifs. Retoucher les rapports, ignorer les pics mineurs. Il y a des limites. Si son cerveau s'enflamme et lui donne une hémorragie, ça sera de ta faute. » Le téléphone me glissa des mains et tomba sur le siège du passager. Je couvris ma bouche pendant que les larmes me coulaient sur le visage en complet silence. Il s'avéra que les fois où les constantes de John s'effondraient mystérieusement, les fois où il montrait des signes de réveil seulement pour rechuter, n'avaient pas été simplement le cours naturel de la tumeur. Quelqu'un le maintenait chimiquement comme prisonnier dans l'obscurité. Mon mari livrait une guerre pour se réveiller et son propre sang finançait son coma. Je pensais que j'avais vu le fond absolu de la dépravation de cette famille. Mais le dernier fichier me brisa complètement. C'était un appel téléphonique enregistré. Dès que j'appuyai sur lecture, j'entendis la voix de Margaret, sans pleurs, sans douleur. Sans rien qui ressemble à une mère inquiète. Son ton était aiguisé et clinique. La maison doit aller à Tyler. Il est l'héritier mâle. Il est celui qui porte le nom de la famille. S'il se réveille, nous devons lui faire croire que Meghan l'a trahi. Quand il haïra sa femme, il révoquera lui-même le fidéicommis.
Je restais paralysé sur le siège du conducteur. Les mots de Margaret étaient comme des dagues tournant lentement dans ma poitrine. Je savais qu'elle était cupide, sexiste, égoïste et cruelle avec moi. Mais je n'avais jamais imaginé qu'elle convertirait son propre fils mourant en un pion. À ses yeux, John n'était pas un fils luttant pour sa vie. Il était seulement un outil pour assurer un héritage pour la lignée de Tyler. Je continuais à écouter. La voix de Tyler sonna tremblante. « Mais maman, et s'il se réveille vraiment lucide ?» Margaret répondit brusquement. « Alors nous nous assurons qu'il se réveille noyé dans les doutes. Nous lui montrerons la vidéo de Meghan, l'obligerons à signer les papiers. Nous entourerons son lit en pleurant et en lui disant qu'elle nous a volés. Un homme qui vient de survivre à une chirurgie cérébrale est mentalement faible. Il croira à son propre sang avant elle. » Je fermai les yeux avec des nausées. Il ne voulait pas seulement voler la maison. Il voulait détruire de façon systématique le dernier brin de confiance et d'amour entre John et moi. Mon premier instinct fut de composer le 911. J'agrippai le téléphone, mais je m'arrêtai. J'appelai d'abord Monsieur Peterson, il répondit à la première sonnerie. À peine parvins-je à prononcer 2 phrases avant que ma voix se brise. « Meghan, calme-toi. Ces fichiers sont une bombe, mais si nous les lâchons maintenant sans chaîne de custodie. La défense de Tyler dira que ce sont des faux, surtout venant d'une source filtrée. Pour les enfermer vraiment, nous avons besoin de les attraper en train de commettre un acte clair. Alors, je suis supposé les laisser continuer à le torturer. » J'exigeai entre sanglots. « Non, » dit Monsieur Peterson avec fermeté. « La première chose est de protéger John. Je vais contacter immédiatement l'administrateur de l'hôpital pour changer tout son équipement médical et mettre un garde armé à sa porte. Mais légalement? Pour exposer toute la conspiration, nous avons besoin qu'il fasse un mouvement de plus. Et le plus important, si John se réveille, il doit entendre la vérité de leur propre bouche. Pas d'un enregistrement. » Je regardais à travers le pare-brise l'énorme bâtiment de l'hôpital. La douleur était étouffante. Mais la terreur initiale se transformait en une clarté froide et létale. Je ne pouvais pas continuer à pleurer. Je devais rester alerte pour protéger mon mari. Ma fille et préserver les preuves avant qu'il n'efface les serveurs. J'étais sur le point de demander à Monsieur Peterson quelle était l'étape suivante quand une autre appel entra. C'était la ligne principale de l'hôpital. Je changeai d'appel. Une infirmière terrifiée cria au téléphone. « Meghan, où es-tu ? L'état de Monsieur John vient d'empirer soudainement. Monte maintenant. » Mon estomac se creusa. Je ne posais pas de questions. Je raccrochai. Mis la clé USB dans mon soutien-gorge et sortis en courant de la voiture vers les ascenseurs. Les portes s'ouvrirent à l'étage de l'USI. Je courus dans le couloir si vite que mes pieds touchaient à peine le linoléum. Mais en arrivant à la chambre de John, je m'arrêtai net. La lourde porte en verre était grande ouverte. À l'intérieur, les machines étaient toujours là. Les tubes de la perfusion pendaient inutiles sur le matelas. Les draps blancs étaient violemment emmêlés, mais le lit était vide. Je m'agrippai au cadre de la porte avec l'esprit vide. John était là il y a à peine quelques minutes. Je me tournai vers l'infirmière en chef qui était dans la chambre avec la voix en morceaux. « Où est mon mari ? Qui l'a emmené ?» L'infirmière était pâle, secouant frénétiquement la tête. « Je ne sais pas. Je suis allé à l'El-Pharmacie pour retirer ses médicaments et quand je suis revenu il n'était plus là. » Juste derrière elle, le docteur Evans entra en courant dans la chambre. En voyant le lit vide, la couleur quitta complètement son visage. Un patient en coma profond, fraîchement sorti de neurochirurgie, ne peut pas se lever et sortir en marchant d'une USI. Nous le savions tous. Le docteur Evans vérifia rapidement les lignes d'oxygène du mur et se tourna vers le personnel avec une sévérité que je ne lui avais jamais vue. Fermez toute l'aile. Que la sécurité de l'hôpital bloque toutes les sorties maintenant. S'il sort un patient dans cet état à l'extérieur, c'est une sentence de mort sûre. En entendant les mots sentence de mort, mes genoux me lâchèrent. Je dus m'appuyer contre un chariot médical pour rester debout.
Je ne pouvais qu'imaginer le visage immobile de John. Ses doigts se courbant en entendant la voix de sa fille. Mais au milieu du chaos, Margaret apparut au bout du couloir. Elle ne courut pas pour voir si son fils allait bien. Elle marcha directement vers le groupe d'infirmières, criant à plein poumon. « Mon Dieu, ma belle-fille a kidnappé son propre mari. Elle cache John pour voler la maison. Que quelqu'un appelle la police. Elle essaie de tuer mon fils. » Ces cris rebondirent contre les murs. Des familles d'autres chambres sortirent pour regarder. Je l'observais complètement stupéfaite. En une fraction de seconde, tout le puzzle s'emboîta. C'était un piège. Ils avaient sorti John caché et avaient organisé une performance théâtrale pour m'incriminer. Si j'entrais en panique, si je n'avais pas la clé USB. La police et l'opinion publique me crucifieraient. Je venais de trouver les preuves. Je savais trop. Ils avaient besoin d'une distraction catastrophique pour me faire taire et prendre le contrôle du récit. Tyler apparut juste derrière Margaret, tenant le téléphone en haut, transmettant tout en direct. Il avait les yeux rouges, mais la voix lui dégoulinait de fausses angoisses. « Regardez ça, les gars. Mon frère lutte pour sa vie et ma belle-sœur psychopathe se soucie seulement d'une maison de 800 000 $. Maintenant mon frère a disparu de l'USI. Si elle ne l'a pas emmené, qui l'a fait? » Il me mit la caméra en face. Sa douleur fabriquée me donna envie de vomir. En moins d'une heure, la transmission en direct de Tyler était partout. Mon téléphone vibrait pratiquement hors de la table avec des menaces de mort. Il m'appelait monstre. Il disait que j'extrayais des organes de mon mari dans le coma. Certains menaçaient même Lily. Je ne pus pas lire plus. J'éteignis les notifications et appelai Monsieur Peterson. Ma voix tremblait si violemment que je la reconnaissais à peine. Monsieur Peterson, ils l'ont emmené. Ils ont emmené John et ils m'incriminent. Monsieur Peterson garda le silence 2 secondes avant de lâcher des ordres. Écoute-moi, n'interagis pas avec eux. La première chose est de trouver John. Je suis en route vers l'hôpital avec un détective. Appelle ta mère maintenant. Dis-lui d'emmener Lily dans un endroit sûr. Éteins tous les traceurs GPS de leur téléphone et bloque tous les numéros que tu ne connais pas. Ils savaient que s'ils étaient assez fous pour voler un homme dans le coma, ils utiliseraient sans doute ma fille comme monnaie d'échange. Quand Monsieur Peterson arriva avec le détective, je les emmenai dans un bureau tranquille. Leur remis la clé USB et leur montrai un fragment des caméras extérieures de l'hôpital que j'avais réussi à obtenir en suppliant la sécurité. Elle montrait une ambulance privée sans identification arrêtée près d'un quai de chargement secondaire. En la regardant avec plus d'attention. L'ambulance était arrivée exactement à la minute où les lumières avaient clignoté. Elle évita les urgences et alla directement à l'entrée des fournitures médicales. Un détail minuscule, mais suffisant pour établir une ligne temporelle. Le détective vérifia la plaque. 20 minutes après nous eûmes une correspondance. L'ambulance appartenait à une entreprise privée de transport en faillite, mais avait été louée sous une société fantôme. Les caméras de circulation la tracèrent sortant des limites de la ville vers une clinique abandonnée de réhabilitation physique qui avait été fermée pour fraude à Medicaid 6 mois plus tôt. En entendant cela, je ne pus pas respirer. John, en coma, sans environnement stérile ni moniteurs adéquats. Chaque minute qu'il passait dans un endroit comme ça était un compte à rebours pour sa vie. Nous partîmes vers là à toute vitesse dans des voitures banalisées. La clinique était au bout d'une rue sans issue, avec l'enseigne pelée et le parking envahi par les mauvaises herbes. Quand la police défonça la porte, nous frappa l'odeur de moisissure et d'eau de javel vieille. Au centre d'une pièce pleine de décombres il y avait des gaz utilisés. Un réservoir portable d'oxygène vide et une blouse d'hôpital à rayures que je reconnus instantanément. C'était celle de John. Je la ramassai avec les mains me tremblant violemment. Elle sentait encore l'USI. Avant que je puisse même sangloter, un détective cria. Sur le mur de plâtre, écrit avec un rouge à lèvres rouge intense, il y avait un message. Si tu veux que ton mari continue à respirer, apporte l'acte de la maison. Je restai à regarder le mur glacé jusqu'à la moelle.
Celui qui l'avait écrit savait que la maison était l'appât définitif et je savais que Tyler, acculé par les prêteurs, n'avait plus absolument rien à perdre. Juste alors mon téléphone sonna, identifiant inconnu. Je le mis sur haut-parleur quand le détective me fit signe de le faire. La voix de Tyler sonna rauque et frénétique. Viens seul à l'ancien abattoir près de la rivière. Apporte les documents du fidéicommis. Si je vois une seule voiture de police, ton mari n'aura plus besoin d'un respirateur. J'obligeai ma voix à rester ferme. Tyler, tu emmènes ton propre frère à la tombe. Arrête. Il rit. Un son maniaque et terrifié. Que mon frère vive ou meure cette nuit dépend de toi. Ne me déçois pas, apporte seulement les papiers. L'appel se coupa. La pièce abandonnée resta silencieuse. Je regardai Monsieur Peterson puis baissai les yeux vers la blouse d'hôpital que j'avais dans les mains. La terreur était toujours là, mais dessous explosa une rage froide et inébranlable. Je serrai le téléphone et dis, mot par mot, cette nuit je ne vais pas seulement sauver mon mari. Je vais exposer tout ce nid de vipères. L'ancien abattoir était au bout d'un chemin de gravier près de la rivière. À des kilomètres de l'urbanisation la plus proche. Cette nuit-là il pleuvait à verse. L'eau frappait mon pare-brise comme si elle essayait d'effacer le monde. Entouré de bâtiments en métal ondulé, rouillés et de lampadaires clignotants. Le désolé polygone industriel semblait un énorme piège d'acier sur le point de se fermer sur moi. Je garai à quelques centaines de mètres et restai en silence quelques secondes pour reprendre mon souffle. À travers le minuscule écouteur caché sous mes cheveux, la voix de Monsieur Peterson murmura. Megan, garde ton calme. Le traceur GPS est actif. Ton audio se transmet directement au centre de commande de la police. Tu as seulement besoin de gagner du temps. Ne provoque pas Tyler. Je touchai le gros manteau d'hiver que je portais. Un microtransmetteur était fixé à l'intérieur du revers. Je savais que je marchais vers un cauchemar, mais je n'avais pas le choix. John était là-dedans. La lourde porte roulante de l'entrepôt était entr'ouverte. Le vent hurlait par la fente, créant un sifflement qui glaçait les os. Je me glissai à l'intérieur. L'odeur de rouille, de béton humide et de décomposition me frappa la gorge. L'obscurité était presque absolue. Sauf pour une unique ampoule jaune de chantier qui pendait d'une poutre, se reflétant dans les flaques du sol. Et alors je le vis. John était allongé sur une civière rouillée à roulettes, connecté à un petit réservoir portable d'oxygène. Son visage était gris, ses lèvres craquelaient. Sa poitrine montait et descendait si faiblement que si ce n'était pas pour le léger sifflement de l'oxygène, j'aurais pensé que j'étais arrivé trop tard. Je cessai de respirer paralysé. John murmurai-je, mais je n'obtins pas de réponse. Tyler marchait d'un côté à l'autre à côté de la civière, agrippant son téléphone avec les yeux déments et injectés de sang. Il semblait ne pas avoir dormi depuis une semaine. Sa chemise était trempée de pluie et de sueur. Quand il me vit entrer dans la lumière, il cria haut là. « Ne fais pas un pas de plus. » Je levai les mains en luttant pour garder la voix stable. « Je suis là. Dis-moi ce que tu veux, mais laisse-moi vérifier John d'abord. » Tyler lâcha un rire amer et brisé. « Tu continues à jouer à la femme dévouée. Signe les documents de transfert maintenant. J'ai besoin que l'argent soit disponible cette nuit. » Je le regardai et dis lentement. La maison est dans un fidéicommis en vie contrôlé par ma mère. Légalement je ne peux pas te la transférer. Cela fut comme jeter de l'essence au feu. Tyler se précipita vers moi et m'agrippa le poignet avec tant de force que je lâchai un cri de douleur. Il serra les dents avec son haleine chargée d'alcool me frappant le visage. Alors, appelle ta mère. Fais en sorte qu'elle vienne ici. Ne me teste pas, Megan. Littéralement je n'ai rien à perdre. Je m'obligeai à ne pas m'écarter, terrifié qu'en perdant le contrôle il arrache l'oxygène de John. Je le regardai directement dans les yeux. Tyler, tu peux encore sortir de ça. Ramène John dans une ambulance. Je ferai en sorte que mon avocat négocie avec tes prêteurs. Mais si John meurt, non seulement tu finiras ruiné. Tu iras en prison pour meurtre.
Il rit, mais cela sonna comme un sanglot. Quelle vie! Ma famille m'a laissé tomber. Mon frère est un légume. Tout ça est ta faute. Un fort son de traînement résonna d'une bâche verte. Je me tournai brusquement. Margaret sortit des ombres. Elle ne semblait pas effrayée ni contrainte. Elle tenait un imperméable soigneusement plié. Elle avait les cheveux parfaitement peignés et le visage terrifiant de stoïcisme. À cet instant je compris qu'elle n'était pas une spectatrice traînée dans le désastre de son fils. Elle en était l'architecte. Elle me regarda de haut en bas et dit calmement, « Megan, si tu es intelligente, tu remettras le patrimoine. Si John se réveille maintenant, il souffrira seulement. Il a trahi sa propre mère et son frère pour toi. De cette façon, au moins il arrête d'être une charge pour la famille. » Je restai glacé. J'avais entendu les enregistrements, mais l'entendre le dire en personne, avec John en train de mourir activement à moins d'un mètre d'elle, m'arrêta le cœur. « Tu parles de ton propre fils ?» demandai-je avec les mots m'étouffant la gorge. Margaret sourit avec mépris. « Le devoir d'un fils est d'obéir à sa mère. Il s'est mis de ton côté pour cacher ses biens. Il l'a cherché lui-même. » Tyler, tremblant, perdit patience. « Maman, tais-toi et fais-la signer. C'est toi qui m'as dit de le sortir de l'USI pour l'obliger. Maintenant qu'il est ici, finissons-en. » L'air de l'entrepôt devint glace. À travers l'écouteur j'entendis M. Peterson retenir sa respiration. Tyler venait de tout confesser. Margaret avait ordonné l'enlèvement. J'avalai ma rage et continuai à gagner du temps. « Pourquoi es-tu tant Lily ? C'est ta propre petite fille. » Margaret lâcha une grimace. « À quoi sert une fille ? Quand elle grandira, elle changera de nom et partira. Cette famille a besoin d'un héritier mâle. Tyler a besoin de capital pour survivre. Nous n'avons pas besoin que vous deux vous accrochiez à notre héritage comme des parasites. » Je restai complètement immobile, tremblante, non de peur, mais d'adrénaline. Chaque mot se transmettait directement à la police. Je savais que l'équipe tactique se préparait dehors, mais avant qu'ils puissent entrer. Le crissement de pneus résonna dehors et la porte métallique de l'entrepôt fut ouverte d'un coup de pied. 3 hommes énormes avec des sweats noirs trempés entrèrent en chargeant des battes de baseball. Le type de devant pointa une batte directement sur Tyler. « Où est notre argent, Tyler ?» Tyler devint pâle comme un fantôme et recula maladroitement. « Donnez-moi une nuit de plus. La maison est en train d'être transférée maintenant. » Il ne termina pas la phrase. Le type lui écrasa la batte dans les côtes, le jetant sur le ciment avec un craquement répugnant. Tout explosa en chaos. Margaret cria. Je me lançai vers la civière de John. L'un des prêteurs frappa accidentellement le réservoir portable d'oxygène. Il se renversa et roula loin, arrachant la canule nasale du visage de John. John convulsa faiblement, haletant en quête d'air. Mon sang se glaça. Je me jetai sur son corps, le protégeant, agrippant le tube d'oxygène et criant de toutes mes forces. Emportez ce que vous voulez, mais ne touchez pas à mon mari. Soudain, les sirènes policières traversèrent la tempête dehors. Des lumières rouges et bleues clignotèrent par les fenêtres de l'entrepôt. Les prêteurs coururent vers la sortie arrière. Mais des policiers lourdement armés inondèrent le bâtiment. Tyler gisait en gémissant au sol. Margaret restait complètement paralysée. Je les ignorais tous en regardant seulement John. Je lui remis l'oxygène au visage, lui pris la joue avec la main et sanglotai son nom. « John, tu peux m'entendre ? Tiens bon, je suis ici. » À ce millième de seconde précis, ses cils tremblèrent. Ses yeux s'entr'ouvrirent sous la dure lumière jaune. Ses lèvres tremblèrent et un son si faible qu'il fut presque dévoré par la pluie et la sirène s'échappa de sa bouche. Mais je l'entendis plus clair que n'importe quoi au monde. Megan. L'ululement des sirènes policières déchira la nuit pluvieuse. En quelques minutes, les prêteurs furent jetés à terre et menottés. Tyler, immobilisé au sol par 2 agents, avec le visage contusionné et gonflé, balbutiait des incohérences.
Margaret restait complètement congelée à côté de la bâche, regardant John non comme une mère qui avait presque perdu son fils, mais comme une joueuse qui venait de perdre sa dernière pièce. Je n'avais pas d'énergie pour les regarder. Toute mon attention était sur John. Après ce faible murmure dans l'entrepôt, il retomba inconscient. Les paramédicaux qui entrèrent avec la police m'écartèrent. L'intubèrent la même et ordonnèrent un transfert médical immédiat de retour à l'hôpital. Pendant qu'il poussait la civière sous la pluie, je courus à ses côtés, agrippant la rambarde métallique d'une main et ses doigts glacés de l'autre. Je continuai à répéter son nom, terrifié que si j'arrêtais de parler, le silence le traîne à nouveau dans l'obscurité pour toujours. Cette nuit-là, ils emmenèrent John directement à la salle de trauma. Le docteur Evans l'attendait déjà en tenue chirurgicale. En voyant l'état de John, son visage s'assombrit et ferma les portes doubles derrière la civière. Les portes se fermèrent devant moi pareil que le jour de sa chirurgie cérébrale. Seulement cette fois je ressentis une nouvelle terreur étouffante. La terreur que son murmure dans l'entrepôt ait été seulement un dernier et fugace élan d'adrénaline. Avant la fin. Je m'effondrai sur une chaise de la salle d'attente, trempé, tremblant sans contrôle. Monsieur Peterson me mit son manteau sec sur les épaules, mais je ne pouvais pas sentir la chaleur. Je regardais seulement les portes de trauma, avec l'esprit répétant le réservoir d'oxygène roulant loin. Le bip du moniteur, les yeux de John s'ouvrant sous cette ampoule jaunâtre. Si j'étais arrivé une minute plus tard, si la police s'était perdue dans la tempête, peut-être que je n'aurais jamais plus entendu dire mon nom. Les heures avancèrent en traînant. Dehors. Le ciel commença à se teindre d'un violet amoureux avec l'aube quand le docteur Evans sortit enfin. Je me levai d'un bond, trébuchant presque sur mes propres pieds engourdis. Il baissa le masque. Il semblait épuisé jusqu'aux os, mais ses yeux étaient plus doux. John est hors de danger. L'hypoxie l'a mis en état critique, mais les techniciens d'urgence sont intervenus juste à temps. Ses constantes se stabilisent. Mais le plus important est que ses scanners cérébraux montrent une activité neurologique robuste et organisée. Je couvris mon visage des deux mains et m'effondrai, non par faiblesse, mais par le soulagement pur de pouvoir enfin m'accrocher à lui. Le docteur Evans ajouta avec délicatesse que le processus de réveil serait dur. Il y aurait des moments de confusion extrême, de graves retards moteurs et des problèmes d'élocution. Mais le fait qu'il réponde neurologiquement était rien de moins qu'un miracle. J'acquiesçai frénétiquement. Tant qu'il y a une opportunité, je peux attendre. Le jour 64 après sa chirurgie, John se réveilla vraiment enfin. C'était en milieu de matinée. J'étais assise à côté de son lit en lui lisant une carte que Lily avait faite avec ses crayons. Tordue. Juste quand je lus la phrase « Papa, s'il te plaît. Reviens à la maison pour que je n'ai plus à dormir avec ton oreiller. » Ses doigts bougèrent. Cette fois ce ne fut pas un réflexe. Il ouvrit lentement les yeux, cligna vers les plaques acoustiques du plafond puis tourna la tête très délibérément vers moi. Je retins ma respiration. Ses lèvres se séparèrent et un son rauque et âpre réussit à sortir. Je fondis en larmes, me penchant sur le lit et lui agrippant les deux mains. « Je suis ici, John. Je suis ici. Tu t'es réveillé. Tu es revenu avec nous. » Il me regarda longtemps. Ses yeux, bien que brouillés par le traumatisme et les médicaments, étaient incontestablement les yeux de l'homme avec qui je m'étais marié. Il pouvait à peine bouger ou parler, mais sa mémoire était complètement intacte. Tremblante, je lui donnai les mises à jour les plus importantes. Je commençai par la maison. Je lui dis que j'avais rempli ma promesse, que j'avais transféré légalement l'acte à un fidéicommis administré par ma mère avant qu'il devienne inconscient et que la maison était en sécurité. En entendant cela, ses yeux se remplirent de larmes. Il réussit à lever un doigt lourd pour caresser mes jointures et dit d'une voix brisée deux mots. « Tu l'as bien fait. » Avec seulement ces trois mots, les semaines d'humiliation publique, les faux rapports de services de protection de l'enfance, les menaces physiques, tout s'évapora. J'appuyai le front contre le matelas et pleurai comme une enfant. La nouvelle que John s'était réveillé secoua tout le système. En raison de l'enquête active pour enlèvement et extorsion,
Margaret n'avait pas le droit légal de s'approcher à moins de 500 pieds de lui. Mais sous stricte supervision du ministère public, on lui accorda une visite supervisée. Dès qu'elle entra, elle se jeta à genoux à côté de son lit, sanglotant hystériquement. « Mon enfant, mon pauvre enfant, ta femme m'a détruite. Elle a ruiné notre famille. Elle a envoyé ton frère dans une cellule. Tu dois voir la vérité, John. » John la regarda dans un silence absolu longtemps. Son regard ne contenait pas de colère. Il contenait une tristesse creuse et insondable. Puis, lentement, luttant pour chaque syllabe, mais avec une clarté absolue, il dit « Maman. Arrête de jouer la comédie. Je l'ai tout entendu. » La pièce resta dans un silence de cimetière. Margaret resta congelée à genoux comme si on lui avait tiré dessus. John força les mots, expliquant que pendant son coma il y avait des moments où il était enfermé à l'intérieur de sa propre tête. Incapable de bouger, mais capable d'entendre la chambre. Il l'avait entendu, elle et Tyler conspirer pour vendre la maison. Il avait entendu la phrase « S'il ne se réveille pas, ce sera plus facile ». Il avait entendu mes sanglots désespérés. Il avait entendu Lily pleurer pour lui. Il avait entendu le bourdonnement rythmique des machines qui le maintenaient en vie. Il murmura d'une voix se brisant. Que mes yeux soient fermés ne signifie pas que je ne savais pas qui luttait pour que je vive et qui payait pour me maintenir dans l'obscurité pour toujours. Henry, debout à la porte, fit un pas en avant sur la défensive. John, c'est ta mère. Ne lui manque pas de respect parce que ta femme t'a lavé le cerveau. John tourna lentement la tête vers son père. Son visage était pâle, mais sa voix devint d'acier. Manquer de respect, c'est laisser que ma mère mette un prix à ma vie pour voler à ma femme et à ma fille et avoir encore l'audace de s'appeler famille. Cette phrase leur arracha la dernière défense. Quand ils amenèrent Tyler pour une confrontation supervisée, voir son frère réveillé le brisa. Il entra en panique et supplia « Frère. La dette m'a rendu fou. Je n'ai jamais voulu que tu meures. » John le regarda avec une intensité glacée qui même à moi me fit frissonner. Tes dettes de jeu ne sont pas une excuse pour mettre un prix à ma vie. Il demanda à M. Peterson de présenter officiellement chaque preuve devant le procureur du district. Les enregistrements audio, les images de la caméra cachée du médecin étant soudoyées. Les registres médicaux et les documents originaux du fidéicommis notarié. En entendant cela, Margaret s'effondra au sol en pleurant, mais John ne broncha pas. Il me serra la main et devant ses parents, de l'avocat et de la police dit. À partir d'aujourd'hui Megan et Lily sont ma seule famille. Aux personnes qui me voulaient mort. Pour se partager mes biens, je les enverrai exactement là où elles appartiennent. 3 jours après, quand John fut plus stable. M. Peterson organisa une déclaration formelle dans une salle de conférence de l'hôpital. Il dit que tout devait rester exposé clairement avec toutes les preuves sur la table pour finaliser les ordres d'éloignement et les accusations pénales. Ce matin-là, ils amenèrent John en fauteuil roulant à la salle. Il était fragile, mais ses yeux brûlaient d'une clarté féroce. Je restais juste à côté de son épaule. De l'autre côté de la table étaient ses parents, les détectives de la police, les administrateurs de l'hôpital, le docteur Evans et le procureur. Margaret commença à pleurer dès qu'elle s'assit. Je suis sa mère. Comment pourrais-je lui faire du mal? C'était Megan. Elle a acheté l'avocat et le médecin. Elle a mis mon fils contre moi pour voler la maison. Monsieur Peterson se leva et présenta méticuleusement les documents un par un. D'abord, le transfert original de l'acte avec la signature de John. Soutenu par la déclaration de compétence du docteur Evans et la vidéo non éditée de la déclaration volontaire de John. Quand Margaret cria qu'il était drogué, le docteur Evans la démonta avec les registres toxicologiques et cliniques. Ensuite, M. Peterson reproduisit l'audio de l'entrepôt. La voix de Margaret résonna avec force. Si John se réveille maintenant, il souffrira seulement. La salle resta dans un silence absolu. Le visage d'Henry devint gris. Les parents éloignés qui étaient apparus pour les soutenir regardaient leurs chaussures. Margaret cria qu'elle l'avait fait pour protéger le legs familial. John, depuis son fauteuil roulant, l'interrompit.
Non, maman, tu l'as fait par cupidité. N'utilise pas nos ancêtres comme bouclier pour tes délits. Margaret ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Les preuves contre Tyler, le paiement au médecin réside, furent remises à la police et au conseil médical. Le résident avait déjà été licencié et sa licence retirée. Les preuves contre Ashley, qui avait payé des fermes de trolls pour me diffamer sur Internet, restèrent aussi enregistrées. Et finalement, le rapport psychologique faux des services de protection de l'enfance. La directrice de la garderie donna une déclaration sous serment sur la tentative d'enlèvement de Lily. Ma mère, Suzanne, se leva avec un calme terrifiant que je voyais rarement en elle. Elle regarda directement Margaret. J'ai accepté l'acte de cette maison, non pour la voler, mais pour construire une forteresse autour de ma fille et de ma petite-fille. Pour tenir dehors des monstres comme vous. Si John ne l'avait pas vu venir, elle n'aurait pas de foyer où retourner aujourd'hui. Vous les auriez jetés à la rue. Silence total. Tyler, amené menotté, laissa tomber la tête sur la table, suppliant John de retirer les accusations. John le regarda avec un mélange de profonde douleur et de déception absolue, mais sans faiblesse. Il y a des lignes qu'une fois franchies ne peuvent jamais être défaites. Si je te pardonne, je t'inviterai seulement à terminer le travail la prochaine fois. Non seulement tu as essayé de me tuer, tu as essayé de détruire ma femme et ma fille. Que le juge décide de ton destin. Tyler s'effondra en sanglotant. Margaret essaya de se précipiter sur la table vers John. Mais deux huissiers la retinrent physiquement et l'escortèrent dehors. La réunion était terminée. De retour dans sa chambre d'hôpital, John me tint la main avec les yeux brillants de larmes qui ne tombaient pas. Je me suis réveillé trop tard. Je t'ai laissé seul dans une zone de guerre. J'appuyai le front contre ses jointures en pleurant en silence. Tu t'es réveillé. C'est la seule chose qui importe. Pour le reste de nos vies, personne ne nous séparera à nouveau. Après ce jour, rien ne fut plus pareil. Mais le poids étouffant se leva enfin de ma poitrine. Le système de justice pénale s'occupa de Margaret, Tyler et des complices. Pour moi, la seule chose qui importait était de marcher aux côtés de John pendant sa dure réhabilitation. Chaque jour était une bataille. Il dut réapprendre à parler clairement, à se mettre debout, à tenir une fourchette. Voir l'homme qui avant courait dans notre cour arrière lutter pour donner 3 pas avec un déambulateur me brisait le cœur. Mais je ne le laissai jamais me voir pleurer. La maison resta un temps dans le fidéicommis de ma mère. Ce fut la décision de John. Je veux que tu sois complètement intouchable, me dit-il une nuit. Avant je pensais que t'aimer suffisait. Maintenant je sais que l'amour sans armure légale n'est qu'une vulnérabilité. Il restructura complètement sa planification patrimoniale, créant des fidéicommis en vie et des directives anticipées blindées pour nous protéger, Lily et moi, de tout parent éloigné qui sortirait de nulle part. Lily fut son meilleur médicament. Chaque après-midi elle lui apportait un nouveau dessin. Il luttait contre les tremblements de ses cordes vocales seulement pour dire « c'est beau ». Lily Bag. Et elle s'illuminait de fierté. Je sais que l'âme de John resta marquée. Après tout, c'était sa famille de sang et il y a des trahisons que le temps ne peut jamais guérir. Complètement. Mais ce qui me donna le plus de paix ne fut pas conserver la maison de 800 000 $. Ce fut savoir que j'avais sauvé mon foyer. Mon mari, qui était revenu en rampant depuis le bord de la mort, et ma fille, qui n'aurait jamais à grandir en croyant qu'elle ne valait pas la peine d'être protégée. Je pensais qu'après tout la haine me consumerait. Mais la seule chose que je ressentis fut une clarté sereine et intouchable. Un week-end de début d'automne. Ils autorisèrent enfin John à marcher dans le jardin extérieur de l'hôpital. Il s'appuyait fortement sur une canne et je soutenais son autre bras. Ses pas étaient lents, mais il marcha plus loin que ce qu'il avait réussi en des mois. Lily courait en cercle autour de nous, riant et criant « Papa gagne la course ». Il sourit avec son premier sourire sincère et sans poids en très longtemps. Lily courut vers lui et lui étreignit les genoux. Il se pencha, lui caressa les cheveux maladroitement et murmura. « Je suis vraiment désolé de t'avoir fait entendre des choses qu'une fille ne devrait jamais entendre. »
Elle leva les yeux avec une pure innocence et dit, « C'est bon, papa. Tu es revenu. » Je me plaçai à côté avec les larmes brouillant ma vue. Sentant une paix profonde que je n'avais jamais connue. John se tourna vers moi. La lumière dorée du coucher de soleil illuminait ses joues creusées, le faisant paraître fragile et invincible en même temps. « Le jour où je t'ai dit de mettre la maison au nom de ta mère. Je ne pensais qu'à vous sauver toutes les deux. Je n'ai jamais imaginé que tu serais celle qui me sauverait. » Je secouai la tête et lui serrai fort la main. Je ne l'ai pas fait seul. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. Tu t'es réveillé et c'est la seule chose qui importe. Je compris enfin que notre cauchemar avait arraché les masques de beaucoup de vérités horribles. Il y a des personnes qui partagent ton ADN. Mais qui restent seulement prêts en attendant que tu saignes pour se faire un festin. Et il y a des personnes qui restent en silence dans l'obscurité, tenant le toit quand l'ouragan frappe. Cette maison suburbaine n'était plus seulement une propriété. Elle devint la ligne de bataille tracée entre l'amour et la cupidité. Entre la dignité humaine et le droit parasitaire. Je ne regrette pas d'avoir fait confiance à sa famille au début. Quand on épouse quelqu'un, on attend le meilleur. Je sais seulement que depuis ce jour en avant je ne permettrai plus jamais à personne, sous le masque de la famille, du respect ou de la tradition, de piétiner mon territoire ni de menacer ma fille. Les 64 jours de John dans le coma furent ma propre descente personnelle en enfer. Mais je sortis du feu avec un mari qui ouvrit les yeux. Une fille en sécurité et une leçon gravée dans les os. Parfois qu'une personne reste endormie est exactement ce qu'il faut pour obliger toute une famille à montrer qui ils sont vraiment.